Ça y est, c'est parti. Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux ce soir, 140 à peu près. Donc c'est bien. C'est bien de venir à une réunion publique où on parle de notre commune et de ce qui s'y passe. On va garder un peu le même format que d'habitude, c'est-à-dire qu'il y aura une première partie où on va vous présenter ce qui s'est passé dans l'année 2024. Et puis, en deuxième partie, vous aurez l'occasion de poser des questions. On va essayer d'orchestrer tout ça. Et chaque adjoint concerné prendra la parole ou vous répondra quand il y aura les questions. À partir de ça, c'est assez orchestré pour que l'on ait une soirée qui ne s'éternise pas. Et de ce fait, le maître du temps, ce sera Daniel Vicente qui nous dira stop ou on continue. Voilà, hein, c'est ça ? On a jusque minuit, a priori, hein, ça vous va ? Voilà. Donc, sans attendre, eh bien, je lui laisse la parole. Merci. Déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, c'est avec plaisir qu'en effet, je crois que c'est la première fois, je pense qu'on a dépassé notre record, parce que là, on doit être 140, 150. En général, on tournait plutôt autour de 100. Donc, c'est bien parce que c'est notre réunion de bilan annuel qu'on fait maintenant depuis plusieurs années. Elle est un peu particulière, celle-ci, puisque c'est la dernière du mandat. Donc, ça sera aussi une bonne occasion de réexpliquer un petit peu tout ce qui a été fait sur ce mandat. Mais plutôt que de faire une réunion où voilà, on vous assomme d'explications et d'informations, l'idée, c'est de vous faire participer. Et c'est pour ça qu'on vous a distribué quelques petits cartons. Et donc, en fait, le principe, c'est que vous avez normalement des cartons de couleurs. Vous avez du vert, du bleu et du rouge. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, dans le diaporama, on va vous poser des questions. Et on va vous demander d'y répondre. Et on verra pour ceux qui ont la bonne réponse ou pas, puisque la bonne réponse sera apportée ensuite par l'un des adjoints ou des adjointes présents. Et on en profitera aussi pour leur poser quelques questions supplémentaires, parce qu'il faut aussi un peu qu'ils vous donnent un peu plus d'informations que la question qui est posée. Donc, voilà comment ça va se faire. Vous avez aussi un autre petit carton qui est un carton oui-non. Vous allez avoir des questions bonus. Voilà, questions bonus qui sont un peu plus liées à, par exemple, Angers-Loire Métropole, pour qu'on vous donne un peu d'informations dessus. Et celle-ci, quand il y aura une question bonus, c'est ce petit carton qu'il faudra prendre. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde. De toute façon, pour ceux qui se trompent, je suis désolé, mais vous n'aurez pas le droit au pot à la fin. Pour les autres, vous aurez le pot, sachant qu'on surveille et qu'on va noter les bonnes réponses. Donc, je vous propose de commencer. Et on va commencer par la première question. Qui suis-je ? Alors, un indice. Son super pouvoir, transformer un budget serré en miracle. Johan Picsou, le Picsou des finances municipales, comptant chaque euro comme s'il s'agissait d'une pièce d'or. Johan Chiffreau, le super expert des chiffres. Ou Johan Charriot, adjoint en finances. Allez, il faut voter. Ah, il est connu, hein ? Eh bien, je crois que vous avez quand même la bonne réponse. Et puis, on va le laisser se présenter. Et puis, ce qui serait bien aussi, c'est qu'il nous dise un petit peu ce qu'il a marqué durant ce mandat et ce qu'il aurait fait différemment. Oui, alors il n'y a pas trop d'enjeux à trouver la bonne réponse, vu les deux premières propositions. Donc, même si, en n'étant pas connu, ça ne changera rien. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, qu'est-ce qui m'a le plus marqué sur ce mandat ? Alors, entre la guerre en Ukraine, le Covid et l'élection de Trump, je pense que c'est difficile de choisir. Je pense que c'est quand même l'épisode du Covid où, en fait, pour plusieurs raisons, moi j'ai trouvé que c'était déjà le démarrage du mandat. Donc, ça a été compliqué pour faire la transition avec le précédent mandat. Et en même temps, il y a eu de la résilience, c'est-à-dire la capacité de chacun des agents, des élus, à œuvrer pour l'intérêt collectif. Donc, et tout ça pour surmonter en fait, cet épisode qui était douloureux. Et je voulais finir sur cette question sur une note un peu plus joyeuse quand même. C'était le projet du skatepark. C'est un projet moi, que j'ai pu accompagner tout au long du processus et qui est une véritable attente des jeunes sur la commune. Il fait déjà du teasing sur une des questions. Je n'avais pas prévu ça, mais bon. Alors, on va continuer. Ah oui, la question. Ah oui, pardon, la question. Et en fait, et pourquoi je réponds pas ? Parce que globalement, qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Rien. Parce que aujourd'hui, si je regarde l'état des finances de la commune, la qualité des services rendus aux Bartholoméens, les investissements qu'on a pu faire,
trouve que sur ce mandat-là, on a fait le job. Donc moi, sur la partie financière, je dis bravo. Enfin, on se félicite parce que quelque part, on ne l'a pas tout le temps. Hein, c'est con. Il faut savoir que les finances, c'est compliqué sur un mandat par rapport aux autres élus parce qu'on est toujours en train de dire non. Et qu'au final, on est plutôt les mal aimés. Oh, bon, on va passer à la question suivante parce que là, ce qui est vrai, c'est qu'ils refusent beaucoup de trucs dans le sport. Mais bon, à part ça... Question. Quel est le budget global de la commune en 2025 ? 18 650 000 euros, 13 190 000 euros ou 5 460 000 euros. Allez, on vote. Ah. Ah. Et je vois beaucoup de vert, j'ai l'impression. Un peu de rouge, de vert bleu. Eh ben, on va demander à Monsieur Chariot quelle est la bonne réponse. Donc la question c'était investissement et fonctionnement compris, et donc c'est 18 650 000 euros. Donc il y a à peu près 13 millions d'euros, 13 650 000 euros de fonctionnement et un peu plus de 5 millions d'euros d'investissement. Alors Joanne, justement, quelles sont les grandes lignes de ce budget ? Alors c'est plutôt, il y a une ligne directrice qui est de conserver le dynamisme de Saint-Barth et la qualité des services qui est rendue aux habitants, tout en maîtrisant notre endettement et en rationalisant nos dépenses. Et cela, malgré les nombreuses contraintes qu'on a pu connaître sur ce mandat, j'en ai parlé plus haut. Aujourd'hui, on le voit, Saint-Barth est une ville dynamique qui attire, mais je souhaitais quand même mettre l'accent sur 2 chiffres. Alors, il faut savoir qu'on nous a donné 2 consignes. On a 1 minute pour parler, et j'ai le droit de donner que 3 chiffres. Donc, pour parler d'un budget, c'est compliqué. Donc, je donne 2 chiffres. Le premier, c'est la subvention du THV, qui cette année va être augmentée de 20 000 euros et passe à 615 000 euros pour compenser partiellement le désengagement de la région. Et la deuxième, c'est la subvention au village Pierre Rabhi, qui est de 613 000 euros, parce qu'en fait, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, et je pense que le village Pierre Rabhi remplit toute sa part. Merci. Allez, on continue. À combien se lève le désendettement de la commune entre 2014 et 2024 ? 146 000 euros. 1 446 000 euros, 5 446 000 euros. C'est dur, hein ? Il y a beaucoup de vert, je crois, vert bleu. Non, c'est bleu. C'est bleu. Il y a du vert aussi. Allez, monsieur l'adjoint en finance, la réponse est ? C'est la bleue, 5 millions d'euros sur 10 ans, en fait, le désendettement de la commune. J'enchaîne ? Comment t'envisages l'avenir ? Allez, voilà. Donc, en fait, comment on peut envisager l'avenir ? Donc, sur 10 ans, en fait, ça veut dire que la commune s'est désendettée de 58%, c'est 5,5 millions d'euros de moins. Aujourd'hui, on a une dette qui est à 3,9 millions d'euros. Donc, pour arriver à ce résultat-là, ça veut dire qu'il n'y a aucun emprunt qui a pu être réalisé depuis 2014, malgré tous les investissements qui ont été faits. Et en fait, cette gestion saine, elle nous permet une certaine forme de sérénité pour l'avenir, avec toujours un recours maîtrisé à l'emprunt dans l'objectif de préserver le niveau et la qualité des services publics. Merci. Allez, à nouveau, qui suis-je ? Indice, je me bats chaque jour pour le bien-être des habitants. Isabelle Rimbaud, l'arc-en-ciel de l'action sociale. Isabelle Rimbaud, élue au conseil communautaire. Isabelle Rimbaud, première adjointe à l'action sociale. Alors, il y a un piège. Il y a un piège. Ah, je vois que certains ont compris le piège. Eh bien, on va laisser Isabelle se présenter. Et puis, pareil, elle va nous dire ce qu'il a marqué sur ce mandat et ce qu'elle ferait différemment. Bonsoir. Donc, effectivement, il y avait un piège puisqu'il y avait 2 réponses à donner. Je suis la première adjointe en charge des solidarités et de l'action sociale, mais je suis aussi, avec Monsieur le maire, au sein d'Angers-Loire Métropole, puisque notre commune a la possibilité d'avoir 2 élus qui siègent au niveau des instances d'ALM. Ce qui m'a marqué sur le mandat, alors, je pense qu'on va peut-être pas tous être on va pas avoir beaucoup de réponses différentes. C'est vrai qu'on a eu un mandat un petit peu particulier quand même, entre la Covid, la guerre en Ukraine, enfin toutes les choses qu'on a dû un petit peu organiser.
Mais ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est étant déléguée à l'action sociale, c'est de voir dans quelle proportion les habitants de Saint-Barth sont engagés, en fait. Que ça soit au niveau des collectifs, au niveau, on a créé le rucher citoyen, on a 40 personnes qui sont engagées pour la ville, en fait, pour réfléchir à des actions communes. Et ça m'a vraiment marqué. Une autre chose qui m'a vraiment marqué aussi, c'est le temps que passent les élus à récupérer les choses qui sont dites au sein de la commune et qui ne sont pas tout à fait vraies. Alors, c'est peut-être parce qu'on manque parfois d'informations. Peut-être parce que nous, les élus, nous ne donnons pas suffisamment les informations de tout ce que l'on fait, comment on le fait et comment les choses sont construites. Mais le constat est qu'il y a aussi parfois des personnes qui s'amusent un petit peu à donner des informations peut-être pas très justes. Et clairement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Et donc, ce que je ferais différemment, c'est sans doute de peut-être mieux communiquer ou plus communiquer en tout cas. Merci. Allez, une autre question. Quel est le premier projet réalisé par le rucher citoyen? Un écran végétal à l'école de la Jodette, une ruche connectée avec Wi-Fi et miel en libre service, un vélo générateur d'électricité pour recharger les fleurs en énergie verte. On a peut-être été un peu trop simple sur certaines réponses. Alors, eh bien, Isabelle, la réponse est... L'écran végétal à la Jodette, forcément. Alors, il y a des membres du rucher citoyen dans la salle. Alors, je les scrutais pour voir s'ils avaient bien les bonnes réponses. Mais en fait, quand Daniel il a posé la question, je lui ai dit, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est la première réalisation du rucher citoyen, qui est donc l'instance de participation citoyenne dans la commune. Mais en fait, depuis plus d'1 an et demi, ils ont travaillé au préalable parce qu'ils ont créé leur commission, ils ont vu les thèmes sur lesquels ils voulaient travailler, ils ont rédigé leur règlement de fonctionnement, une charte interne. Donc il y a eu quand même beaucoup de temps où ils ont travaillé, réfléchi avec les services. Et effectivement, le premier projet qui est sorti de terre, c'est le fait qu'ils aient créé une haie végétale au niveau de l'école de la Jodette pour que les enfants, lorsqu'ils soient, pendant qu'ils sont en pause, qu'ils ne voient pas des voitures, mais qu'ils voient de la végétation et que ça soit beaucoup plus agréable. Mais c'est peut-être la première réalisation, mais ce n'est pas vraiment le premier travail du rucher quand même. Eh bien, on va passer à la suite. Ah oui, mais je pensais on n'a pas bien répété là pour le coup. Et les abeilles citoyennes, est-ce qu'elles ont d'autres projets? Comment travaillent-elles? En fait, elle a pris 1 minute de trop, là. C'est ce que je suis en train de me dire, mais bon. Non, juste pour souligner qu'en fait, il y a plein d'autres projets. Donc, il y a un groupe qui réfléchit à créer un annuaire au niveau des entreprises, parce que c'est vrai que sur Saint-Barth, on a quand même beaucoup d'entreprises. Donc, de créer un annuaire qui recense les entreprises pour pouvoir mettre aussi, par exemple, les jeunes qui cherchent des stages en relation avec les entreprises. Il va y avoir des jeux au niveau des cordelles. Il y a la protection des orchidées sauvages. Enfin, il y a plein de projets du rucher. Donc, on ne peut que vous inviter à en prendre connaissance. Merci. Question suivante. Quelle est la nouveauté de ces locaux rénovés? Un accueil plus grand, chaleureux et sécurisé? Une cabane des familles? Une épicerie sociale? Il y a encore un piège, hein, je vous le dis. Hein. Un R3, ça ne marche pas. Allez, on y va. Allez, une petite vidéo déjà. Isabelle. Donc, je dois être la spécialiste des pièges parce qu'effectivement, il y avait 2 réponses. C'était un accueil plus grand et chaleureux et sécurisé aussi pour les agents. Et puis, la cabane des familles.
Donc, pourquoi est-ce qu'on a Pourquoi fait cette rénovation cette rénovation? Je ne sais pas si vous aviez connaissance du village Pierre-à-Vie avant la rénovation, mais on avait un accueil en fait pour que les personnes puissent venir prendre des renseignements au CCS, qui est aussi un centre social. Il y avait une première porte, une deuxième porte, et ensuite on rentrait dans un tout petit bureau. C'était vraiment pas accueillant, ça incitait pas les personnes, c'était pas visible, il n'y avait pas de confidentialité. Donc là, l'idée, c'était de faire un accueil très grand, chaleureux, avec des salles d'attente, avec une distribution aussi pour que les personnes qui ont des rendez-vous puissent attendre à un endroit et aller au rendez-vous en toute confidentialité, et que ça soit aussi sécurisé pour les agents, parce que parfois, on a des personnes qui arrivent, qui sont un peu mécontentes par rapport à certaines choses. Donc, il fallait pouvoir sécuriser les agents. Et puis, sur la cabane des familles, c'était une demande aussi des parents et des travailleurs sociaux d'avoir un endroit où, lorsque les parents sont en rendez-vous avec les travailleurs sociaux, les enfants peuvent jouer à côté. Donc on a la cabane des familles qui a été un chantier participatif, et à côté, il y a une salle de réunion. Les travailleurs sociaux travaillent avec les parents, reçoivent les parents, les enfants peuvent jouer à côté, et cette cabane des familles, n'importe quel parent peuvent venir avec leurs enfants à n'importe quel moment, il y a une réservation, pour venir jouer dans cet endroit. Il y a des jeux de société, il y a des jeux de motricité pour les enfants. Et ça a un super succès. Merci. Une autre question. À quelle date les habitants de Saint-Barth pourront bénéficier d'une mutuelle communale? La mutuelle existe déjà. Lors du premier semestre 2025, jamais, car la municipalité s'est prononcée contre. Oh, il y a des hésitations là. Avec les couleurs. Alors, Isabelle, tu vas nous donner la réponse et puis aussi peut-être juste nous expliquer dans les grandes lignes la démarche pour proposer cette mutuelle. Donc on croise les doigts, mais en principe, on devrait pouvoir vous proposer ce service avant l'été de 2025. Donc en fait, déjà, il faut se poser la question du pourquoi on a voulu mettre en place une mutuelle communale. Ça fait quand même pratiquement 2 ans qu'on travaille dessus. Les mutuelles communales, je ne sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est en fait la possibilité pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle par leur entreprise de pouvoir souscrire un contrat directement avec une mutuelle, mais qui a été quelque part sélectionné et validé par le CCAS. Donc effectivement, il y a déjà certaines communes aux alentours qui permettent à leurs habitants de profiter de cette mutuelle communale. Mais nous, on a vraiment voulu prendre le temps, parce qu'il y avait plein de mutuelles qui nous sollicitaient. Il y avait des habitants qui nous demandaient quand est-ce qu'on allait pouvoir mettre cette mutuelle en place. C'est assez complexe quand même d'étudier toutes les protections, savoir si vraiment ça va être plus avantageux pour les habitants. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe de travail avec des habitants pour leur demander quels étaient les souhaits qu'ils avaient en termes de protection sociale. Parallèlement, j'ai demandé au directeur du CCS de pouvoir interroger toutes les collectivités aux alentours qui avaient déjà mis en place la mutuelle pour savoir quelles étaient un petit peu les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Et puis, je siège aussi à l'union départementale des CCAS. Et donc, cette union départementale qui regroupe tous les CCAS du département, on a mis en place aussi un groupe de travail, de réflexion pour savoir les mutuelles communales, comment ça fonctionne et qu'est-ce que l'on doit faire. Et on en a abouti au fait qu'on devait établir un cahier des charges. Donc, avec le groupe d'habitants, on a réfléchi au cahier des charges. On l'a envoyé aux mutuelles qui pouvaient répondre. Nous avons eu un certain nombre de réponses. Et mardi prochain, on réunit à nouveau le groupe de travail pour sélectionner les mutuelles. Une fois que les mutuelles seront sélectionnées, donc on en sélectionne 2. Il y en a qui nous disent pourquoi pas une seule, comme ça vous aurez plus de pression. Non. L'expérience montre que les communes qui ont choisi une seule mutuelle, si la mutuelle à un moment se désengage, on est dans la mouise. Et que les personnes qui ont souscrit le contrat, elles sont obligées après de retourner sur un système qui est plus onéreux. Donc on sélectionnera 2 mutuelles. Et nous, notre participation, ça va être de permettre l'organisation de réunions d'information collective. Quand les mutuelles viendront faire signer les contrats aux habitants, ou quand les habitants signeront les contrats avec la mutuelle, le CCS mettra un local à disposition, ce qui fait que les mutuelles n'ont pas ces frais-là, et donc nous disent qu'il devrait pouvoir y avoir
des frais inférieurs à 20%. C'est-à-dire que les habitants qui pourront souscrire cette mutuelle, donc les personnes retraitées, les personnes plutôt à leur compte et des personnes sans emploi qui n'ont pas de protection sociale, pourront avoir une mutuelle avec de bonnes garanties et plusieurs options à moins 20%. Et ça, donc, ça passera dans la presse, ça passera dans le magazine municipal, et donc il y aura des informations collectives avant juin, et vous pourrez signer une mutuelle communale avant juin. Voilà, ça méritait de prendre plus d'1 minute, je pense. Parce que c'est un sujet quand même extrêmement important, et ce n'est pas un petit sujet. Il a vraiment fallu qu'on le bosse en profondeur. C'était prévu comme ça, hein. C'est pour ça que je t'ai laissé parler. Hein. Qui suis-je ? Indice, je transforme la ville en un endroit plus vert sans pour autant être un jardinier. Stéphane Lefebvre, oula c'est dur, un expert en aménagement qui fait pousser des forêts. Stéphane Lefebvre, qui transforme chaque balade en mission écologique pour nettoyer la nature. Ou Stéphane Lefebvre, adjoint à l'aménagement du territoire et à l'écologie. J'ai pas dit qu'il y avait un piège sur celle-là, mais bon. Eh ben, on va laisser Stéphane se présenter et nous dire aussi ce qu'il a le plus marqué sur ce mandat et ce qu'il ferait différemment. Oui, bonsoir. Donc, ce qui m'a le plus marqué sur ce mandat, c'est qu'avec ce mandat, moi, je suis passé finalement d'un poste de conseiller délégué à un poste d'adjoint. Et pour cette transition, comme à l'accoutumée, Dominique m'a dit que ça ne représenterait pas beaucoup plus de travail et que ce ne serait pas plus chronophage que le temps que je passais déjà sur le premier mandat. Bon, j'ai eu la faiblesse de le croire. Mais en prenant ce poste d'adjoint, ce qui m'a marqué, ce n'est pas tant ce temps dédié à la fonction, mais c'est surtout la diversité et l'importance des sujets qui sont à traiter, et dont je n'avais pas forcément conscience sur ma première délégation. On passe en effet rapidement du panneau stop signalé mal positionné par un administré aux réunions sur le long terme et structurants pour la commune, tels que le projet de centre pénitentiaire par exemple. Et quel que soit le sujet, il faut essayer de le traiter avec autant de rigueur, car ils sont tous d'importance pour ceux qui nous interpellent. Et puis ce que je ferais différemment, alors un peu comme Johan au début, c'est vrai que les questions où on doit se remettre en question, c'est un petit peu difficile. Et puis finalement, c'est l'action des volontaires qui m'est venue. Si le nombre de participants et les déchets ramassés sont tous deux relativement nombreux, j'avoue que l'objectif que je m'étais fixé à moi-même, d'avoir un groupe autonome en fin de mandat, n'est pas atteint. Aussi, si je devais revoir quelque chose, c'est sur la gestion de ce type de projet et son animation. Autant le jardin partagé de Chauffour, initié sur le mandat précédent, a trouvé son envol, autant l'action des volontaires reste dépendante du portage politique aujourd'hui. Et pour le coup, je suis preneur de tous les conseils, car je suis convaincu que le principe est noble, les personnes motivées, et que ce serait dommage que cela prenne fin demain. Merci Stéphane. Allez, projet de liaison 12, Pignerol. Quand seront finis les travaux ? C'est pas déjà terminé ? Bientôt. C'est facile là quand même. Hein. Novembre 2025. Ah, je vois qu'il y en a qui s'attendaient à une date un peu plus proche. Bon allez Stéphane, on va te laisser répondre et nous donner les grandes étapes de ce projet et quel en est le coût. Alors du coup, c'est novembre 2025, la bonne réponse malheureusement, parce que les travaux prennent du temps. Donc c'est des travaux qu'on a eu l'occasion de présenter à la population à deux reprises, donc je voulais le repréciser, et puis on a exposé ça aussi aux commerçants, puisque si ça impacte les usagers par des déviations qui sont relativement courtes, les principales personnes concernées, c'est vraiment le tissu économique local. Donc sur la première phase de chantier, on est peut-être allé un peu tardivement vers eux. On a voulu rattraper le coup sur la deuxième phase et on les a rencontrés. Je profite, même s'il n'y a que 140 personnes ce soir, mais pour vous demander de continuer à les soutenir, parce qu'effectivement, quand il y a des déviations sur des commerces qui sont plutôt des commerces de passage, c'est toujours difficile à subir. Au niveau du planning, on est actuellement là sur la phase la plus contraignante en termes de circulation, puisqu'on est dans le carrefour à feu
de Marmitière, Beaufort et Jodette. Donc ça va se terminer, si tout va bien, s'il n'y a pas de mauvaises surprises, le 11 avril. Et ensuite, donc ça, c'est la partie, c'est un chantier qui se passe en 2 étapes. Une partie avec Angers-Loire Métropole, mais la division eau et assainissement, donc tout ce qui est réseau souterrain qui passe sous nos voiries. Et puis une deuxième partie qui est la partie d'aménagement de surface, celle qui est quasiment terminée, route d'Angers, qui vient d'être réouverte ce matin. Il y a encore quelques petites bricoles à fignoler, mais ce tronçon-là est fini. Et donc la partie, pour revenir aux travaux en cours, la partie eau et assainissement, donc elle va se terminer le 11 avril dans le giratoire dont je viens de parler. Elle se terminera normalement fin juillet avant les vacances d'été, jusque la section en allant jusqu'au château. Et là après, dans l'enchaînement des tâches, c'est la partie aménagement de surface qui va commencer là dès le mois de mai. Et ça se poursuivra effectivement jusque novembre pour arriver devant le château de Pignerol. Et le coût estimé effectivement de cette opération, donc on a surtout les chiffres de l'aménagement de voirie qui sont des chiffres 2023, donc il y a toujours un petit peu d'évolution, vous vous en doutez bien, et on était à 1,7 million de travaux estimés au démarrage de l'opération. Merci. Alors là, on va passer à la question bonus. Donc c'est ça qu'il faut prendre, oui ou non. Il faut mettre un peu de complexité quand même, hein. Est-ce que ce projet a avancé grâce à un coup de pédale des élus et au plan vélo? Oui ou non? Il faut mettre la réponse que vous voulez vers moi, voilà. Oui, j'ai un non, d'accord. Eh ben, on va demander à Isabelle de nous donner la réponse. Pratiquement tout le monde a répondu oui. Donc oui pour les deux choses. Le coup de pédale des élus. Alors même si Stéphane Lefebvre, il se déplace toujours à vélo, il a mis beaucoup de coups de pédale pour aller jusqu'à l'agglo, en fait, pour négocier. On est bien d'accord que le projet a été réalisé par Angers-Loire Métropole, mais en fait, ce projet, c'est un projet que nous avions travaillé au préalable, bien avant que le plan vélo d'ALM soit efficient. On avait nommé aussi un délégué aux mobilités douces, Bernard Blin, qui était spécialisé un petit peu pour le vélo. Et donc, il y avait eu un projet qui avait été établi au sein de la municipalité. Et c'est ce projet-là que Stéphane, avec son vélo et ses coups de pédale, est allé défendre au niveau de l'agglo pour que l'on puisse avoir ce projet de réaliser en priorité. Parce qu'en fait, le plan vélo au niveau de l'agglo, il y a beaucoup de communes qui veulent profiter de certains investissements. Pour rappel, sur l'année 2025, c'est 6 millions d'euros que l'agglo met dans le plan vélo, mais pour les 29 communes. Et du coup, il faut qu'on les défende, nos projets. Et donc, on a défendu ce projet et il a été réalisé tel que, à peu près, on l'avait créé, enfin, notamment Stéphane et Bernard. Voilà. Merci Isabelle. Alors, nous avons eu beaucoup de travaux de voirie ces 3 dernières années. Pourquoi? C'est bientôt la fin de mandat. Nous bénéficions des bienfaits de la mutualisation des moyens humains et financiers. Nous bénéficions d'un totem d'immunité qui permet à chaque projet d'être retenu. Est-ce qu'il y en a qui vont oser sortir du rouge? Ah oui, quand même. Eh bien Stéphane, peut-être que tu vas pouvoir nous donner la réponse et puis peut-être nous donner une liste des travaux engagés sur la commune depuis 2020. Oui, donc la bonne réponse, c'est qu'on a bénéficié effectivement d'une priorisation des travaux, des bienfaits de la mutualisation et des moyens humains et financiers. Donc au niveau financier, soyons honnêtes, on ne mettait pas suffisamment sur le budget voirie. On a toujours tendance à considérer que la voirie se porte bien. Et quand Angers-Loire Métropole a repris la compétence en 2020, elle a fait un premier diagnostic pour mettre toutes les communes au même niveau. Et la commune de Saint-Barthélemy ne s'est pas forcément retrouvée dans les meilleurs élèves. On avait une note alors j'ai le droit à 3 chiffres. Donc 7,54 sur 10. C'était un peu en deçà de toutes les communes. Et puis après, ils ont regardé un petit peu le budget nécessaire pour entretenir la commune à l'échelle de l'agglo. Là, la première estimation était à 20 millions d'euros. Donc, faut que chaque commune mette un petit peu d'argent au pot. La commune de Saint-Barthélemy, on note un petit peu en deçà des objectifs. On a été un peu pénalisé pour ça. Et ça nous a valu une surcote. Donc aujourd'hui, la commune, elle verse, en prenant en compte cette surcote, environ 570 000 euros par an pour l'entretien de la voirie. Et c'est le ALM qui va compléter la somme grâce à ses fonds propres et puis aux recettes qu'elle reçoit pour cette compétence.
Sur le mandat, là, sur les 3 premières années, 2022 à 2024, au total, c'est plus d'1 million d'euros qui ont été remis par Angers-Loire Métropole sur les travaux communaux. Et là, on parle uniquement des travaux d'entretien de voirie. La partie qu'on vient de présenter sur tout ce qui est vélo, c'est encore un budget à part. C'est effectivement le plan vélo d'Angers-Loire Métropole. Et puis, en termes de listing, alors il y a eu des opérations assez visibles, hein, comme tout ce qui était rénovation du marquage au sol. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais certaines personnes m'ont dit, tiens, vous avez refait toutes les rues de Saint-Barth, alors qu'on avait refait, entre guillemets, que la peinture. Par contre, on a refait la rue des Hérodières en termes de revêtement. On a refait le carrefour à feu Hérodières-Jodette. On a refait des routes en campagne qui étaient relativement déformées. Et très probablement que si on avait gardé la compétence, ces rues-là seraient venues bien tardivement, alors qu'elles en avaient malgré tout besoin. Et côté humain, pour finir là-dessus, je reste encore toujours admiratif sur la pluralité des compétences de nos agents municipaux. Néanmoins, il faut reconnaître que lorsque des agents sont spécialisés, et les agents d'Angers-Loire Métropole le sont, chacun dans leur domaine de compétences, il y a des gains en réactivité, puisque leurs missions sont spécifiques et ciblées, et des gains en technicité également. Et là, effectivement, il y a un réel plus pour la commune de Saint-Barthélemy et pour les communes de l'agglomération. Merci Stéphane. Question suivante. Quelle est la nouvelle approche de la gestion différenciée dans le parc de l'Europe ? On veut une nouvelle forêt amazonienne. On tond tout comme avant et tant pis pour la faune. Une gestion harmonieuse visuellement et protectrice de la biodiversité. J'ai tellement insisté sur un mot que vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Eh bien, on va demander à Stéphane de nous donner la réponse et puis de nous expliquer justement cette nouvelle approche. Alors, on tond tout comme... Non, je déconne. C'est effectivement une gestion harmonieuse, visuellement, protectrice de la biodiversité. Enfin, ceux qui me connaissent savent à peu près ce que je pense de la biodiversité et de l'entretien des espaces verts. Et donc, être à l'écoute des usagers, ça constitue l'une de nos valeurs. Nous l'avions d'ailleurs rappelé lors de l'inauguration du Parc de l'Europe. Nous ne cédons toutefois pas au populisme en donnant satisfaction à tous. Cela est d'ailleurs impossible, puisque grâce à notre démocratie, un petit peu malmenée en ce moment, mais bon, chacun a le droit d'avoir des souhaits différents qu'il est parfois difficile de concilier. Donc effectivement, on a un souhait d'aller vers la nature, vers la préservation de la nature, et il faut savoir être à l'écoute néanmoins des remontées des habitants. On profite des temps d'échange pour avoir ces remontées, pour recueillir vos remarques et voir les grandes tendances afin d'adapter nos projets. Pour le parc, j'ai déjà eu l'occasion de le dire l'an passé, on nous a fait remonter des besoins en bancs, en jeux pour les petits. Ces ajouts ils sont aujourd'hui réalisés. Pour ce qui est de son entretien, les avis restent globalement positifs. J'avoue que moi, peut-être que j'ai tendance à entendre que cela. Mais on entend également certaines critiques, minoritaires en nombre, mais qui persistent. Pour y répondre, nous avons adapté nos pratiques. Certains espaces restent sans intervention humaine une partie de l'année, mais chaque espace est détouré afin de délimiter ces espaces naturels, des espaces à l'entretien plus maîtrisé. Pour la route d'Angers, comme vous avez pu le voir, on a aussi revu notre copie grâce aux propositions, puis à l'intervention de nos agents. Merci Stéphane. Allez, un qui suis-je ? Un indice. Combattante acharnée malgré des budgets en baisse. Séverine Gaborio, la Don Quichotte de la recherche de subventions pour la culture. Séverine Gaborio, artiste acrobate lors des prochains rencarts. C'est ça la bonne réponse. Séverine Gaborio, adjointe à la culture. Eh bien, on va laisser Séverine se présenter, nous dire ce qu'elle a vécu sur ce mandat de bien, enfin ce qu'elle a vécu bien, puis ce qu'elle ferait peut-être différemment. Ok, alors Séverine Gaborio, adjointe à la culture, effectivement, donc pas d'acrobatie au prochain rencard, non, c'est pas prévu. Moi, j'ai plutôt envie de parler d'un événement plutôt fédérateur après la Covid. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vécu avec nous, mais on a eu les explorations de la ville avec les portraits de rue, les portraits des gens sur les maisons, enfin dans le centre-ville.
Et j'avoue qu'au sortir de la Covid, ça a été un moment important. Les gens se sont rencontrés, se sont vus et se sont reconnus, parce que du coup, on connaissait les gens qui étaient sur les maisons en portrait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué sur ce mandat. Si je devais revoir quelque chose, alors je dirais que non, je devrais être plus vigilante sur la gestion du temps dans les projets à mettre en œuvre. Et il y aura une petite explication après. Merci. Alors, c'est quoi les rencarts? Un club de rencontres? Une fête pour le sport? L'événement festif annuel de la commune? Alors, on va laisser Séverine répondre. Et puis peut-être nous faire un petit laïus sur la fête du sport, comme j'espère que tu ne vas pas l'oublier. Oui, on va fâcher personne ce soir. Alors la fête, les rencarts, ouais. Donc c'est la 4e édition des rencarts cette année. Ils auront lieu du 12 juin au 3 juillet. Et en même temps, on aura la 3e édition pour Fête du sport. On partage. Merci. Donc pour cette nouvelle édition, comme l'année dernière, nous sommes un petit peu contraints par le calendrier. Donc c'est pour ça qu'on va programmer les 2 événements en même temps, les 13 et 14 juin. Et puis la fête de la commune, c'est la fête de la commune. Elle a évolué et pris de l'ampleur, mais les objectifs sont toujours les mêmes. Donc co-construire les festivités avec les associations locales qui sont de plus en plus nombreuses, mettre en valeur l'ensemble des associations de la ville dans tous les domaines, que ce soit sportif, culturel, social ou éducatif, et recentrer les activités au Parc de l'Europe, qui est notre centre de village. Donc les 2 événements, Fête du sport et les rencarts, vont quand même garder leur identité et leur format. Et puis, ils vont cohabiter pour proposer aux habitants de se retrouver autour d'un programme d'initiation, de démonstration, d'activités, de spectacles amateurs et professionnels, du vendredi, donc de la fin d'après-midi, jusqu'au samedi soir. Donc, Fête du sport sera mis à l'honneur le samedi 14, de 10h à 18h. Merci. Et les rencarts du jeudi, donc ça c'est les jeudis soirs, auront lieu du jeudi 12 juin au 3 juillet. Donc ça avait été très apprécié aussi. Et puis on reconduit la guinguette qui sera aussi sur le Parc de l'Europe. Voilà. Merci Séverine. Alors, autre question. Quand a été implantée la boîte à livres au Parc de l'Europe? En janvier 2024, en juin 2024, en décembre 2024. Ça m'a l'air pas mal. Séverine, c'est quoi la réponse? Alors, la réponse, c'était décembre 2024, donc c'était tout récemment. Ouais. Voilà. Et alors, pourquoi ça a mis autant de temps quand même? Voilà, c'est mon petit, c'est mon petit point de vigilance. En fait, c'est un projet co-construit et puis participatif, implicatif, donc ça prend du temps. Ça prend du temps et si j'avais su, je l'aurais commencé un petit peu avant, effectivement. Parce que du coup, il a fallu transmettre l'information, voir les associations qui pouvaient être intéressées, avoir leur retour et après commencer à se rencontrer, à décider où on allait mettre les boîtes, comment on allait les construire. Donc voilà, ça a pris quand même 1 an. Donc on a commencé il y a 1 an et demi. Et du coup, ça a pris 1 an pour mettre en œuvre les choses. Et puis, on s'est dit aussi que on ne voulait pas des boîtes à livres partout parce que c'est contre-productif, c'est pas l'objectif, et qu'on n'en voulait pas dans toutes les habitations non plus. Donc, on a beaucoup échangé, et puis ça s'est co-construit. On a décidé du modèle ensemble. Donc, on avait la commission culture, des élus d'autres délégations, des associations de quartier, l'EREA, l'amicale laïque avec l'atelier menuiserie. Donc, on a beaucoup échangé ensemble. Et puis du coup, l'EREA a construit le prototype qu'on a installé après au Parc de l'Europe. Donc on est en période de test là pour l'instant. Et puis normalement, l'amicale laïque devrait nous construire d'autres boîtes qu'on va installer après dans les lieux qu'on a identifiés avec le groupe. Mais on va continuer à avancer là-dessus, en espérant en implanter plusieurs l'année prochaine du coup. Merci. Et devant les écoles aussi, oui. Merci Séverine. Il faut que je la coupe parce qu'elle dépasse son sais. temps. Merci Séverine. Alors, en 2024, la médiathèque a fêté ses 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça finit par un 0. Et
Eh ben, on va laisser Séverine nous apporter la réponse et puis nous expliquer comment justement a évolué cette approche culturelle au fil du temps dans notre médiathèque. C'est ça. Donc, elle a eu 50 ans. C'est ça. Et pour fêter ses 50 ans, donc c'était un petit événement qu'on avait resserré parce que du coup, on avait invité à la médiathèque de la Ranlou et mis à l'honneur Madame Le Bihan, qui est la bénévole en fait, qui est à l'origine de la première bibliothèque créée en décembre 1974 et qui était associative. Donc ça a été l'occasion de faire un retour dans le passé, il y avait beaucoup de photos, et de se rendre compte de l'évolution tant du lieu que de l'offre culturelle autour de la lecture publique. Donc j'en profite pour souligner le rôle essentiel des bénévoles qui continuent aussi d'intervenir. On a la Ranlou Mag qui est tenue par des bénévoles et qui fait suite à une résidence de journalistes que je vous avais présentée il y a 2 ans, en 2023. Cela n'aura pas échappé aux usagers que vous êtes et qui allez à la médiathèque, mais il y a eu quelques changements majeurs, dont un physique qui concerne la borne d'accueil. Et donc, du coup, je voulais insister avec la médiathèque sur la thématique de l'accessibilité et de l'inclusion. Voilà, une borne d'accueil plus inclusive, des meubles qui permettent, c'est ce qu'on appelle des meubles faciles à lire, et puis l'accessibilité à des livres, pareil, pour les gens qui sont plus éloignés de la culture ou des personnes en situation de handicap qui pourraient avoir besoin d'ouvrages adaptés. Donc, j'avais envie d'insister là-dessus pour la médiathèque cette année. Merci Séverine. Combien de partenaires culturels ont-ils participé au festival Zone de Turbulence, donc le THV compris? 13, 8, 5. C'est dur là. Hein. Eh bien, on y va. Allez. La réponse est 13 et je suppose, Séverine, que cela apporte de la notoriété. Oui. Alors parmi les 13, c'est les 13 culturels, parce qu'il y en a d'autres qui étaient institutionnels. Donc les 13, c'est plutôt des communes et puis des lieux culturels, en fait, des acteurs culturels. Juste un petit rappel historique, donc c'était la 3e édition du festival. Il y en a eu un en 2020 où on était tout seul. Il y en a eu une autre en 2022 où là, quelques communes nous ont rejoints. Et donc en 2024, c'est là où ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc c'est un festival qui est initié par le THV, donc on peut en être fier, et qui offre aux collectivités et aux acteurs culturels partenaires l'opportunité de co-construire un projet fédérateur à destination du jeune public. Donc ça concerne les enfants et les adolescents, tout en créant une effervescence de spectacles, d'ateliers, de projets participatifs et de médiation. C'est aussi exprimer la volonté, en tant que scène conventionnée d'intérêt national art, enfance et jeunesse, par le ministère de la Culture, ça je vous en parle tous les ans, de soutenir la diffusion de spectacles créés et adaptés pour l'ensemble des tranches d'âge de la petite enfance à l'adolescence, tout en proposant un mode de coopération innovant qui permet de mettre en synergie des projets culturels et de mutualiser des moyens et des coûts, ce qui est très important en ce moment. Donc c'est un festival qui prend de l'ampleur, qui se diffuse aujourd'hui sur toute l'agglomération et qui effectivement fait rayonner non seulement le THV, mais aussi toute notre commune. Merci. Question suivante. Qu'ont en commun Enora Boel, Flop et Marc Lacour? Ce sont des mécènes du THV, ce sont des régisseurs du THV, ce sont des artistes associés au THV. Ah oui, mais ça se complexifie au fur et à mesure. Hein. Ah, ça va. On va laisser Séverine répondre, mais en même temps, j'aimerais bien qu'elle nous explique un petit peu
avec le désengagement de nos partenaires institutionnels, ça semble baisser. Comment la commune et les élus se positionnent-ils face à cela? Donc la bonne réponse, c'était des artistes associés du THV. Donc, comme évoqué précédemment, le THV a vocation à mener des actions de médiation en faveur du jeune public, mais pas que. Il encourage également la création en faisant bénéficier justement des artistes associés de temps et de lieux pour créer des spectacles. Ou même, je ne sais pas si vous avez vu, Flop avec dehors les petites animations qu'il y a au salon de coiffure. Donc c'est un artiste associé aussi. Le THV favorise aussi la pratique amateur en mettant à disposition le théâtre aux associations partenaires et au SIAM, l'école intercommunale de musique. Et tout cela, ça reflète une politique culturelle engagée de la part de la municipalité. Et ça affirme l'engagement des élus pour une culture ouverte et inclusive. Donc effectivement, pour jusqu'à présent, l'État, la région et le département soutenaient le développement culturel par l'octroi de subventions qui venaient compléter le budget alloué par la ville. Et le contexte financier n'étant pas porteur, la région a mis brutalement fin à ces subventions dans certains domaines. Donc il n'y a pas que la culture, il y a aussi le social, le sport. Ce qui se vit concrètement à Saint-Barthélemy, comme disait M. Chariot, par de l'argent en moins, donc 32 000 € de subventions en moins pour le THV, qui ont été compensés par 20 000 € d'augmentation du budget du THV, et que ça a été voté à l'unanimité au conseil municipal. Et puis j'avais juste envie de terminer en disant que, même si le contexte n'était pas très porteur, qu'il risque d'y avoir donc moins de spectacles à la saison prochaine, nous savons pouvoir compter sur la ténacité et l'inventivité de l'équipe du THV ainsi que sur l'appui du public. J'espère que vous venez nombreux et que nous nous préparons néanmoins, oui, à des petites évolutions négatives. Mais bon, il faut y croire quand même, il y aura des choses positives aussi. Merci. Il y aura des beaux spectacles. Qui suis-je? Allez, un indice. Je passe tellement de temps dans les écoles que même les élèves me demandent si j'ai des devoirs à faire. Christine Ouhou, qui a tellement aimé l'école qu'elle a décidé d'y rester. Elle ne savait pas que j'allais mettre ça. Christine U, élève en CM2 à Jules Ferry. Christine U, adjointe à l'éducation et l'enfance. C'est pas très compliqué, j'avoue. Non, c'est pas très compliqué. Mais des fois, je me demande, je suis pas encore assez. On va laisser Christine se présenter et nous dire ce qui t'a le plus marqué sur ce mandat, ce que tu ferais différemment. Donc, moi, ce qui m'a, hormis le Covid, ce qui m'a le plus marqué, c'est le travail énorme que font tous les agents du service éducation, enfance, sport pour mener à bien tous les projets qu'on avait à faire en même temps. La rénovation des 2 écoles, les travaux dans les 4 écoles, le projet éducatif de territoire qu'on a travaillé en commun avec le VPR, avec la CAF, avec les équipes enseignantes, avec les parents, la modification de la carte scolaire qu'on a travaillé aussi, les travaux qu'on a effectués à la crèche municipale, l'aide qu'on apporte à la crèche Pigeon-Vol, les travaux à Planète Enfant. C'était beaucoup de choses où on y a passé, j'ai passé, et avec les équipes, heureusement, de la mairie, énormément de temps. Comme avait dit M. Bréjon, tu peux être adjointe, ça ne prendra pas beaucoup de temps, 1 ou 2 heures par semaine. Voilà, c'était x10. Mais je ne regrette pas du tout, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire. Ce que je ferais autrement, je crois qu'on a fait déjà beaucoup de choses, donc je crois que faire plus, c'était pas possible, mais peut-être faire des choses autrement et pas avec la même temporalité. Mais voilà. Eh bien, question suivante. Quelle école va être végétalisée cette année? L'école Pierre et Marie Curie, l'école Robinson Crusoe, l'école Saint-Aubin-d'Assal. Oh. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur là quand même. Alors là. Oui. Eh ben, on donc va vous laisser... avez tous trouvé, c'est l'école Pierre et Marie Curie. Donc là, vous allez, il y a des petites esquisses. Donc ça va être un gros changement qui va commencer à partir du mois de juillet et qui sera normalement fini en fin janvier 2026.
Donc en fait, dans l'école, il n'y aura plus qu'un petit passage pour un véhicule d'entretien ou pour un véhicule de secours éventuellement. Mais sinon, au milieu, les deux cours seront réunis. Il n'y aura plus de séparation entre la maternelle et l'élémentaire. Ça, c'était un vrai souhait de l'équipe enseignante qui souhaitait vraiment travailler ensemble. Et ça fonctionne comme ça, la Jodette, ça fonctionne très bien. Oui. Les gens sont là, mais je regarde les croquis parce qu'ils sont trop beaux. Il y aura un verger au milieu des deux cours. Il y aura un potager. Il y aura, au niveau de l'élémentaire et de la maternelle, un espace où les enfants, avec leurs enseignants, pourront faire cours dehors. Et des jeux, tout en bois, et tout va être fait. C'était pas prévu, elle est partie là. C'est co-construit avec les enseignants, avec les parents et avec les enfants qui ont été sollicités dans la réflexion, évidemment en fonction de leur âge. Mais chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice. C'est un budget de 400 000 €. On ne l'a pas fait tout de suite, parce que M. Charot, il a eu un petit peu de mal à digérer la première année. Donc, on a étalé pour que ça passe. Mais on y est arrivé. Il ne dit pas toujours non. Des fois, il dit oui. J'ai l'impression qu'on va le faire passer pour le méchant là dans la salle. Non, je dis que des fois, il dit oui, mais c'était un peu plus long que j'aurais pensé. Alors, question suivante. Quel est le taux de subvention du projet de rénovation de l'école élémentaire Jules Ferry ? 20%, 50%, 80%. Alors, on a eu un taux de subvention pour la rénovation de l'école Jules Ferry. T'attends même pas que je donne... Excusez-moi, on va y Monsieur aller. Vas-y, Christine. C'est parce que c'était tellement incroyable d'avoir 80% qu'on n'y croyait même pas. Il faut être clair. Il y a eu le fonds vert qui est arrivé pile au bon moment. Donc voilà. Il y a eu aussi des dotations du SMIL, du département, de la région. Et 2 fois de la région, parce qu'ils ont trouvé après coup que notre projet était tellement bien monté qu'il méritait un petit plus. Et l'agglo aussi. Donc tout le monde a mis sa pierre à l'édifice pour que ce projet puisse se réaliser et a été inauguré. J'espère que tu as les chiffres, parce que je vais te poser une question, mais est-ce que tu te rappelles ce qu'apporte cette rénovation en gain énergétique et CO2 ? Alors oui, je l'ai noté pour pas me tromper. Je suis une bonne élève de CM2, donc je note 84% d'économie d'énergie souhaitée. Alors pour l'école maternelle, il nous avait dit 75%, c'est ce qu'on a, 75% d'économie d'énergie. Donc je pense que ça va être respecté pour l'élémentaire. Et pour la diminution d'émissions de CO2, 92% de diminution de CO2. Merci. Alors, on va passer à une question bonus. Regardez quand même cette image, ça va vous aider. C'est bon ? Question bonus. Est-ce qu'un ancien président de la République est venu inaugurer la rénovation de l'école élémentaire Jules Ferry ? Isabelle, on va te laisser. La réponse est... Non, ce n'est pas un ancien président de la République, c'est un ministre. Donc effectivement, c'est pour l'inauguration de l'école, mais à chaque fois qu'on fait des inaugurations sur la commune, on a la chance d'avoir quand même des personnalités qui viennent, qui répondent toujours présentes. Donc là, il y avait effectivement le ministre M. Béchu, mais il y avait également le député, il y avait le préfet. À l'inauguration de l'accueil du village Pierre-Rabhi, on avait également députés, sénateurs, représentants du département, bien sûr tous les bénévoles qui avaient œuvré. Mais donc effectivement, à chaque inauguration, Saint-Barthélemy est assez reconnu quand même au niveau de l'agglomération et au-delà. Et puis le fait que le ministre vienne à l'inauguration, c'était aussi un peu normal, parce qu'avec M. Bréjon, 1 an et demi au préalable, nous étions montés sur Paris pour aller frapper à la porte du ministre en disant « on veut le fonds vert, on veut le fonds vert ». Et on l'a eu. Et donc Christine était très contente parce qu'on l'avait eu et que ça faisait monter le taux des subventions. Donc c'était la logique. Il attribue une subvention, il vient pour l'inauguration. Merci. Combien d'agents municipaux œuvrent chaque jour pour votre commune ? Uniquement le maire ? Si vous mettez rouge, ça lui fera plaisir à mon avis. 741 ou 203 ? Ouais, je pense que vous n'êtes pas trop mal là. Alors on va laisser
Isabelle nous donner la réponse. Donc effectivement, c'est 203 personnes qui ne sont pas toutes à temps plein, hein, ce n'est pas 203 équivalents temps plein, mais on a bien 203 agents dans tous les secteurs de la collectivité. Et alors, enfin, on va peut-être quand même poser la question, mais ça peut peut-être sembler beaucoup au regard d'une commune comme la nôtre, non ? En fait, on fait beaucoup de choses en régie. Alors, c'est un choix depuis très longtemps sur Saint-Barthélemy d'Anjou de ne pas faire appel à des prestataires extérieurs, puisqu'en fait, faire en régie, ça permet, nos agents connaissent les locaux, se connaissent entre eux. Quand il y a un souci à régler, ils sont beaucoup plus réactifs parce qu'ils connaissent les choses. On n'a pas besoin d'appeler un prestataire qui nous dit « Ah non, là, mon carnet de commandes, il est complet, j'arriverai dans 2 semaines ou dans 3 semaines pour réparer ou pour faire les travaux. » Donc ce choix d'avoir des agents en régie justifie le fait qu'on a peut-être un nombre supérieur aux autres collectivités, mais c'est vraiment un gain au niveau de la qualité de service pour tous les habitants, vraiment. Et peut-être qu'on peut aussi ajouter que pour une commune de notre taille, c'est aussi beaucoup de services qui sont offerts et qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les communes de notre taille. Tu as oublié de donner cette réponse, j'ai donné, c'est pour ça. Ah oui, tu m'avais pas dit qu'il fallait que je le dise, mais effectivement, on a beaucoup de services qui sont proposés. Ouais. Alors, question bonus. Est-ce que tous les services à la population sont gérés par la commune ? Eh bien, on va laisser Isabelle répondre. Oui, donc vous répondez majoritairement non. Effectivement, il y a quand même beaucoup de services à la population qui sont rendus par Angers-Loire Métropole. Quand on parle de la gestion des déchets, l'eau, il y a aussi les transports qui sont gérés par il y a l'urbanisme, l'instruction des dossiers d'urbanisme. Au niveau d'Angers-Loire Métropole, sur l'année 2024, c'était 960 agents qui travaillaient pour les collectivités d'ALM, ce qui regroupe 310 000 habitants à peu près. Mais effectivement, il y a beaucoup de services qui aujourd'hui sont rendus par les agents d'Angers-Loire Métropole. Mais ça ne veut pas dire que les agents de Saint-Barthélemy d'Anjou ne sont pas en lien avec leurs collègues d'ALM et que nous, en tant qu'élus, on travaille aussi pour ces services-là. Mais effectivement, aujourd'hui, les personnes qui ramassent les déchets sont des agents d'Angers-Loire Métropole, par exemple. Mais c'est bien un service pour nous, habitants de Saint-Var. Allez, qui suis-je ? Indice, je veille sur la sécurité grâce à la vidéoprotection et pas la vidéosurveillance. Thierry Tastard, professionnel de la sémantique sur la vidéoprotection. Thierry Tastard, celui qui peut repérer un excès de vitesse à 200 mètres. Ou Thierry Tastard, adjoint à la sécurité des biens et des personnes et à l'urbanisme. Bon, ça va. Moi, Thierry, on va te laisser te présenter, puis nous dire ce qui t'a le plus marqué sur ce mandat et ce que tu ferais aussi autrement. Je regarde mes notes. Oui, donc on parlait sur le diaporama de la vidéoprotection. C'est quelque chose qui est important qu'on a mis en place depuis... Alors, tu es parti sur autre chose, Thierry. Là, c'était ce que tu ferais, ce que tu as trouvé de bien sur ce mandat, ce que tu ferais différemment. Excuse-moi. C'est la feuille d'avant. Voilà, exactement. Ça arrive, hein ? Ouais. Là, ce que j'ai trouvé de bien ou de pas bien, ce qui m'a marqué le plus, je veux dire, durant ce mandat, c'est l'urbanisme, avec le temps des projets. C'est quelque chose qui est surprenant. Entre l'idée de départ, avec les contraintes du projet, la vision globale du projet dans son environnement local, les règles du PLUI, la pose de la première pierre, la livraison, il peut s'écouler de 3 à 4 ans, ce qui est long, on va dire très long. Mais comme on dit souvent, il faut un mandat pour penser un projet et un deuxième pour le réaliser, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Pas grand-chose, parce qu'on est sur les règles du PLUI, les règles de l'urbanisme qui sont très compliquées. Il y a un petit bouquin qui est épais comme ça, et lorsque vous ne savez pas quoi faire la nuit, vous pouvez le lire. Merci Thierry. Allez, un petit rébut. Regardez bien, quel quartier est en cours de rénovation ? On l'a déjà fait pour ceux qui étaient l'année dernière, on l'a déjà fait. Donc, est-ce que c'est le Puy-Home Est ? Est-ce que c'est le quartier de Villechien ? Est-ce que c'est le Puy-Home Ouest ?
Allez, je vais vous aider. La première image, c'est un puits. La deuxième image, c'est un gnome, donc c'est un casque de chevalier. Et la troisième image, c'est une boussole avec indiqué Est. Donc Thierry, c'est la réponse. Puome Est. Et quels sont les grands projets en aménagement depuis 2020, Thierry? Alors là, déjà, vous voyez sur la photo l'immeuble Podelia, qui est une résidence universitaire qui va comprendre 90 logements, plus 20 logements en locatif. Juste à côté est en train de se construire avec Cogedim 2 bâtiments avec 62 logements en construction. Si on traverse la voie verte, vous avez le Puome Ouest, juste à côté, avec le Clos des Carriers, où il y a 43 maisons qui sont pratiquement finies, et un collectif qui est en cours de construction qui aura 32 logements. Merci. À la fin de l'année, combien de caméras de vidéoprotection seront installées dans la ville? Thierry, il a presque donné la réponse tout à l'heure. 26 caméras, 1500 caméras, une grosse caméra. Franchement, j'ai exagéré. J'aurais dû mettre des trucs plus compliqués. Thierry. Je pense que la réponse est simple, hein, c'est 26 caméras. Simplement pour mémoire, en 2024, on a installé 6 caméras, 3 sur les bâtiments publics et 3 en entrée de ville, entrée et sortie de ville, avec une spécificité bien particulière qui donne la lecture des plaques, qui aide bien la police à trouver les malfaiteurs. Et en 2025, il y aura 20 caméras supplémentaires qui seront installées. Juste un point important, et c'est la différence entre la vidéosurveillance et la vidéoprotection. On confond souvent. Simplement pour se rappeler, c'est la vidéosurveillance, il y a un agent qui est derrière l'écran et qui vérifie ce qui se passe. La vidéoprotection, ce sont des images qui sont enregistrées pendant une durée de 1 mois et on se sert des images que si on en a besoin. Pour votre information, les caméras ont été positionnées en collaboration avec la police nationale et le référent sûreté. Et le coût global de ces 26 caméras est de 300 000 €. Donc Thierry, si j'en veux une juste en face de chez moi, je ne peux pas juste demander. C'est une démarche particulière en fait qui a été faite. Tu peux demander, mais la réponse sera non. Non, l'emplacement, il est compliqué parce qu'il a été établi en fonction des faits, des lieux de la délinquance sur Saint-Barthélemy. Et ça s'est fait, comme je disais, conjointement avec les services, la police et un référent de sûreté. Tous les sites avec les caméras sont soumis à une autorisation par une commission préfectorale. On ne peut pas faire n'importe quoi. Pour info, seule la voie publique peut être filmée. Tout ce qui est espace privé sont noircis à la prise de l'image par la caméra. Merci Thierry. Alors, que signifient les lettres CLSPD? Centre local social pour débutants. Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, Comité local santé publique et antidouleur. Isabelle. Les réponses vertes sont bonnes. Donc effectivement, il existait déjà au niveau de l'agglo un conseil intercommunal de prévention de la délinquance, mais il nous a semblé intéressant de pouvoir créer un comité local. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des groupes de travail. Donc le premier qui a commencé à travaille autour des incivilités. Ce groupe de travail, en fait, réunit, alors on a invité les associations de quartier, les directeurs d'école, des habitants, et puis il y avait le procureur de la République, il y avait des associations qui militent contre les violences intrafamiliales notamment. Et l'idée, c'est d'échanger autour de nos connaissances qu'est-ce que l'on connaît comme fait qui existe dans notre commune, pour ensuite pouvoir établir un plan d'action pour pouvoir éviter, bien sûr, toutes les incivilités. Donc, on s'est déjà réunis à plusieurs reprises et l'idée, c'est de pouvoir sortir un plan d'action en septembre pour pouvoir mobiliser tous les acteurs de la prévention. Merci. Combien de types d'instances démocratiques sont à la disposition des citoyens pour s'exprimer? 0, 7, 10. On va laisser Isabelle nous donner la réponse et puis peut-être nous expliquer, parce que de toute façon c'est pas 0, mais pourquoi tant de possibilités d'expression? Est-ce que les réunions publiques ne sont pas suffisantes?
C'était 7. Oui, donc la bonne réponse, c'est 7. En fait, il y avait peut-être un petit piège dans la question. Ce n'était pas uniquement les instances composées, c'est les endroits où finalement les habitants peuvent rencontrer les élus pour pouvoir échanger sur des idées, des revendications, enfin tout ce qui peut être important. Il y a effectivement donc, les cafés citoyens et les rendez-vous de quartier. Là, ce sont des endroits où nous, en tant qu'élus, on se déplace parce qu'en fait, on s'est dit il faut que chaque habitant puisse avoir un moyen de s'exprimer. Les personnes qui veulent s'engager, qui veulent aller à des réunions le soir, ils peuvent s'engager par exemple sur le rucher citoyen. Les enfants se sont engagés au niveau du conseil municipal des enfants. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas de cet engagement et pour autant, elles ont besoin de dire ce qui se passe dans leur quartier, de dire ce qu'elles ont envie et besoin pour la collectivité. Donc on se déplace au moment des rendez-vous de quartier, au niveau du café citoyen. Il y a les réunions publiques, comme ce soir. Et puis il y a la possibilité de poser des questions au niveau du conseil municipal. Chaque habitant a le droit d'envoyer un courrier pour que la question soit traitée et que l'on réponde aux habitants lors du conseil municipal. Donc, il y a aussi tous les collectifs au niveau du village Pierre Rabhi, collectif vie associative, collectif handicap, collectif aîné, collectif parentalité, où là aussi, ce sont des instances où il y a des personnes qui composent ces collectifs et qui font des propositions pour la collectivité. Et nous, notre rôle, c'est de mettre en œuvre les propositions des habitants. Donc, avec cette cartographie, on pense que chacun a la possibilité, s'il le souhaite, de pouvoir faire passer des idées ou d'exprimer des revendications. Donc les réunions publiques ne suffisent pas. Alors, quel est cet endroit où les lignes semblent dire « viens glisser ici », mais où il n'y a ni neige, ni eau? Une piste de ski invisible, un skatepark, un piège pour touristes perdus. Allez, une petite vidéo. Alors, on va laisser Johan nous donner la réponse, mais elle semble évidente, et puis peut-être nous expliquer comment ce projet a été co-construit et s'il a déjà eu des retours de jeunes ou de moins jeunes depuis son ouverture, voilà ce qu'ils en pensent. Donc effectivement, c'est un skatepark. Comment a été construit ce projet? Il a été co-construit avec les Bartholoméens. Donc, il y a une vingtaine de Bartholoméens qui ont participé en fait, à plusieurs réflexions. Donc, dans un premier temps, on est allé visiter des skateparks de la région. Donc, on est allé à Cholet, Beaumont-en-Véron et à Avoine, donc à côté de la centrale nucléaire. Ensuite, les participants ont travaillé sur ce qu'ils souhaitaient au niveau du skatepark, donc les outils, ou lors des visites, on avait également remarqué les pump tracks, qui est un outil où vous pouvez vous déplacer avec un vélo ou des trottinettes. Donc ensuite, quels étaient les autres types d'usages qu'ils pouvaient envisager en fait, autour du skatepark. Ensuite, il a fallu réfléchir sur l'implantation du lieu, donc trouver le lieu le plus adéquat où on puisse y accéder facilement. Ensuite, tous ces éléments-là, une fois que le lieu a été choisi, en fait, ont été fournis au maître d'œuvre, qui lui a conçu en fait un projet à tiroir, en fait, afin que les différents éléments puissent être réalisés en fonction des réalités budgétaires. C'est pour ça que ça m'a été confié ce soir de vous parler du skatepark. Donc, en fait, le skatepark est une rampe pour la suite du projet de lancement. J'ai entendu que c'est bon pour le budget sport la prochaine fois. Hein. Et j'ai pas fini. La question, c'était est-ce qu'on a eu des retours par rapport au skatepark? Donc, ça a été ouvert la semaine dernière. Donc, effectivement, c'est très positif. Aujourd'hui, depuis l'ouverture, il y a énormément de monde sur le skatepark. Et ça a même tellement eu de succès qu'il y avait du monde avant qu'il ouvre. C'est-à-dire que les barrières ne suffisaient pas à arrêter les gens. Donc, on pense que c'est un beau projet et qu'il y en avait vraiment besoin sur la commune. Et inauguration le 24 mai. J'en profite, hein. Je fais un peu de pub. Alors, quel est le coût du complexe, de l'éco-complexe de la Cressonnière? 6 millions d'euros, 22 millions d'euros, gratuit, tout est subventionné. Johan, c'est quoi la réponse? Donc la réponse, c'est 6 millions d'euros. Et alors, question bête,
Mais pourquoi ne pas avoir tout rasé, voire vendre le terrain et construire un projet ailleurs? Pourquoi? Je ne sais pas. Donc c'est 6 millions d'euros TTC. Donc aujourd'hui, en fait, pourquoi le choix a été fait de rénover la Cressonnière, que ce soit sur le volet rénovation énergétique ou amélioration de la fonctionnalité? C'est que il faut raisonner en économie circulaire. Quelque part, il est plus intelligent de réutiliser un bâtiment existant, d'améliorer son efficacité. Et donc là, le projet, on va donner des chiffres. On a le droit à 3 chiffres, donc j'en profite. Gain énergétique, c'est 65%, et économie de gaz à effet de serre, c'est 84% sur le futur projet. Et donc, en termes de fonctionnalité, ça permet aussi de limiter l'impact sur les ressources, c'est-à-dire que c'est des ressources qu'on ne va pas aller chercher. Donc, c'est tout l'intérêt de réutiliser un lieu existant. Et il y a aussi une réalité financière, c'est que non seulement ça a un impact bénéfique, on pense, pour la planète, mais en plus, ça coûte moins cher. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on m'a confié le soin de vous en parler, c'est que quand ça coûte moins cher, moi, je suis content. Donc globalement, les calculs ont été faits, c'est quasiment 3 fois moins cher que si on avait dû faire un projet neuf sur un autre lieu. Donc j'ai le droit encore à d'autres chiffres. Donc les travaux, ils vont durer 25 mois, donc c'est quand même long. Et ils vont se situer sur 3 exercices budgétaires. C'est-à-dire qu'on va phaser pour pouvoir absorber cet investissement qui est quand même conséquent. Vous le voyez, c'est 6 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup de projets qui font ce montant-là. De mémoire, la piscine, c'était 8 millions d'euros d'investissement. Merci. Alors, qu'est-ce que le coin Assos? Un coin cosy où les associations viennent se reposer avec un café. Un espace où les associations organisent des fêtes et des concerts non-stop. Un lieu de rencontre et de partage entre associations. Ouais. Isabelle, je pense que pour nous donner la réponse, c'est pourquoi avoir voulu créer ce coin Assos? Effectivement, c'est un lieu de rencontre entre les associations. Pourquoi avoir voulu créer ce coin? Beaucoup d'associations nous disaient, notamment celles qui n'ont pas d'espace dédié, qu'elles avaient un petit peu de difficulté à trouver des endroits pour pouvoir créer les rencontres du bureau, du conseil d'administration. Certains présidents ou présidentes en avaient un peu marre que ça se passe toujours dans leur salon. Les associations nous disaient on ne se connaît pas finalement, les unes et les autres. On fait chacune nos activités dans notre coin et puis on n'a pas beaucoup de temps où on peut échanger. Et puis pour essayer de mutualiser aussi finalement, peut-être que nous, on en connaît certaines choses que nos collègues de l'autre association ne connaissent pas. Pour rappel, sur la commune, on a quand même 114 associations à peu près, presque peut-être même plus puisque ça évolue tous les ans. Donc ce coin asso, en fait, c'est un endroit vivant, vraiment vivant pour les associations qui peuvent louer des bureaux, qui ont un photocopieur mis à disposition avec un nombre de photocopies gratuites. Elles ont leur boîte aux lettres où elles peuvent donc domicilier leur courrier et recevoir le courrier. Elles peuvent louer des salles quand elles ont des réunions. Et puis surtout, il y a des animations. On a été labellisé guide asso. Et donc tous les 2 mois, il y a des spécialistes qui viennent sur des thématiques. La dernière thématique, alors je ne sais pas si elle vient d'avoir lieu ou si elle va avoir lieu, mais c'était comment créer un événement en respectant certaines règles d'écologie. Et donc les associations viennent pour avoir quelques informations. Effectivement, à quel endroit est-ce qu'on peut louer des copes en plastique pour pouvoir éviter d'avoir du jetable, etc. Et donc on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a créé un poste au niveau du village Pierre-Rabhi d'une chargée de mission vie associative à mi-temps, qui a pour objectif de faire vivre la vie associative et donc d'animer ce lieu du coin Assos. Et il vit bien. Là aussi, il vit bien et on en a profité. L'Office bartholoméen du sport, qui était un petit peu éloigné de la ville, qui était à la Veniserie, est venu en fait remettre ses bureaux au niveau du coin Assos qui se trouve sur la place, là, au niveau du 51. Merci. Allez. C'est la dernière question, donc essayez de ne pas vous tromper. Quel était le slogan des vœux 2025? Prenez l'air en respirant fort. Prenez l'air de rien. Prenez l'air sans changer d'air. Je pense que vous avez la bonne réponse. Allez, on va finir avec une petite vidéo.
Merci beaucoup. On va passer aux questions, mais je tiens quand même aussi à en profiter pour, bien évidemment, tout le travail que vous voyez ici. Ce n'est pas uniquement les personnes qui sont autour de cette table, hein, c'est grâce à l'ensemble des élus et des élus de l'équipe majoritaire hein, qui soutient ce programme qu'on vous a présenté lors du début du mandat. Et bien évidemment aussi, n'oublions pas, c'est grâce aux 203 agents qui ont été cités, parce que sans les agents de la ville, quels que soient nos beaux programmes et nos belles volontés de réalisation, on ne pourrait rien faire. Et c'est cette harmonie entre notre équipe et les agents de la ville qui a permis cela et qui, j'espère, continuera, en tout cas sur l'année qui reste, à réaliser encore des projets qui sont encore en attente. Voilà, merci beaucoup. Et puis on va peut-être passer maintenant aux questions. On va se donner une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. Si possible, essayons de faire tourner s'il y a plusieurs questions, et essayez de vous limiter à une question pour que chacun puisse s'exprimer. Et puis, en fonction de la question, les élus ici présents ou le maire pourraient y répondre. Qui veut se lancer? Sur le côté, là. Ah, elle ne vous a pas vu. Levez la main pour être bien visible. Bonsoir. Je voulais savoir, la route de la Morlière jusqu'à l'école de la Jaudette a été mise à 30, ce qui est bien. Sauf que moi, je la prends tous les jours. On se fait doubler par d'autres voitures à n'importe quelle heure le matin. À 7 h mardi matin, on était 2 voitures à 30. La troisième nous a doublés. Est-ce que dans cette ligne droite entre la Morlière et le premier stop, il n'y aurait pas quelque chose à faire? Parce que c'est souvent là qu'on se fait doubler. Ensuite, les bus qui s'arrêtent à Walcourt se font aussi doubler, alors qu'il y a un rond-point. Il y a eu plusieurs accidents et ça peut être dangereux. Donc je voulais simplement savoir s'il y avait quelque chose à faire. Monsieur Lefebvre, aménagement du territoire. Oui, bonsoir, ou rebonsoir. Pour ce genre de choses, effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a la chance aujourd'hui d'avoir des agents qui sont très compétents. On a des agents à Angéloire Métropole qui sont encore plus compétents. Donc c'est le genre de demande où aujourd'hui on transmet. Il y a eu une demande similaire il y a très peu de temps, boulevard de la Romanerie, où il y a eu plusieurs accidents successifs. Si vous allez du côté de Super-Rue-les-Banchers, vous verrez qu'il y a un aménagement qui, pour l'instant, est là-bas en provisoire. Et s'il donne satisfaction, il va être mis en définitif pour essayer de faire ralentir, notamment dans le giratoire, où un riverain a perdu son mur au moins 4 fois de suite, voire 5. Sur les cas que vous signalez, on va voir avec Angéloire Métropole ce qu'il est possible de faire. Après, quand je parlais tout à l'heure dans mes propos de populisme, c'est pas notre façon de faire. Donc clairement, quand il y a des usagers qui sont bêtes sur la route, on fera pas des miracles. Donc on va essayer de faire au mieux pour améliorer les choses. Il y aura toujours des gens très bêtes. On voit des gens qui grillent des feux rouges sur la commune. Ces gens-là, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Et voilà, on va pas vendre du rêve ce soir et on le fera pas. Et on ne l'a jamais fait. Alors j'ajouterais quand même que même si on ne vend pas de rêve, on a quand même une police municipale qu'on essaye de mettre régulièrement sur ce genre de zone où on a des signalements de dangerosité. Malheureusement, la police municipale, c'est aussi, on n'a pas 50 agents, donc ils sont présents à un instant T. Il faut que ça arrive à cet instant T. Quand ça arrive, on est bien content parce que les personnes qui se font avoir, on espère que ça leur servira de leçon. Malheureusement, il y en a beaucoup qui passent à côté et souvent, c'est ceux qui ne respectent rien. Donc c'est vrai que contre les incivilités, on essaie de faire de notre mieux, mais on est tous confrontés à ça à un moment donné. Les incivilités, c'est aussi de l'éducation. C'est à chacun, j'espère, de changer un peu sa façon d'être. La répression nous aidera, les aménagements peuvent nous aider, mais après, il faut aussi un changement dans cette façon d'être que peuvent avoir certaines personnes, en tout cas que ce soit sur notre commune ou autour. Est-ce qu'il y avait... On passe à d'autres questions. Là-bas. J'ai vu là-bas. Ah pardon, on ira après en haut.
Non, c'est bon, normalement. Oui, bon. Oui, la délégation de service public du centre équestre se termine en 2026, avec prolongation en octobre, avec prolongation possible d'1 an. Je veux savoir s'il y avait des projets, si ça part sur une nouvelle délégation de service, ou si ça part sur une vente, de quelle façon ça sera fait, si c'est par cooptation, par appel à projet et mise en concurrence. Et quel sera est-ce que les 900 heures prévues pour les élèves des 4 écoles de la commune seront maintenues, 900 heures d'équitation, parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent approcher l'équitation que par ce moyen-là. Alors, c'est moi qui vais répondre. En fait, la délégation de service public finit en effet en octobre prochain. Donc l'idée, c'est de se poser, nous là, l'idée c'est qu'on va se poser les questions et tous les scénarios possibles. C'est-à-dire qu'en effet, il faut qu'on regarde, est-ce qu'on peut reconduire une DSP? Est-ce que derrière, on revend? Délégation de service public, pardon, DSP, donc ça veut dire que ce n'est pas en régie, c'est justement sous-traité à un partenaire qui derrière, lui, se rémunère en fonction de l'activité et il doit une redevance à la commune. Donc on a souvent ce qu'on entend en DSP via des piscines. Et nous, typiquement, on l'a avec le centre équestre. C'est la seule délégation de service public qu'on a aujourd'hui sur la commune. Donc l'idée, c'est de se poser cette question. Donc tous les scénarios sont ouverts. La seule chose aujourd'hui qu'on met sur la table et qu'on veut garder, c'est qu'on veut garder un centre équestre. Donc après, comment, sur quel périmètre, etc. Ça, c'est une étude qu'on va lancer et tous les scénarios seront possibles. Donc je ne peux pas apporter de réponse sur le devenir. Ce que je peux dire, c'est que c'est maintenant qu'on va y réfléchir. Alors pour l'instant, même sur les modalités et la gouvernance de cette étude, on ne les a pas encore définies. On a défini un budget, donc là, on va bientôt y réfléchir et voir comment on lance ça. Alors moi, j'habite à l'angle de la route d'Angers et de rue de la Reux. Et là, il se trouve un petit bois où il n'y a jamais rien eu de fait. Les arbres sont en train de mourir. À Saint-Barth, tout est beau maintenant. On a refait beaucoup de choses. Mais là franchement, un jour les arbres vont tomber. On ne sait pas si ce sera sur la route ou si ça sera chez nous. Mais je voudrais savoir ce que vous pourriez faire là-dessus. Stéphane? Moi, je retiens qu'il y a plein de choses de bien qui ont été faites. C'est ça que je retiens. Comment? Si, je vois très bien. On en a déjà parlé avec le monsieur qui pose la question que je connais bien, qui est très gentil, ma foi. Mais non, on va regarder. Il me semble que la dernière fois qu'on en a parlé, j'avais fait le retour aux agents pour qu'on regarde un petit peu. Effectivement, l'idée sur des bois, c'est que on va pas les refaire. Et je me suis exprimé dessus tout à l'heure comme des espaces paysagers bien beaux et autres. Retirer le danger, effectivement, c'est ce qu'il faut qu'on s'assure, c'est qu'il n'y ait pas d'arbres qui soient en train de dépérir, qui pourraient effectivement tomber sur le cheminement piéton qui est juste à côté. Et ça, on se moque beaucoup de moi. D'habitude, j'ai avec un petit carnet où je note tout sur un petit carnet. Là, j'ai une grande feuille, mais j'ai commencé à noter et j'ai l'impression que je vais pouvoir garder le micro peut-être ce soir, mais je continuerai à noter. Au fond... Bonsoir. J'ai bien aimé cette soirée, mais j'aurais aimé entendre plus parler de la campagne où j'habite, parce que j'ai l'impression qu'on est complètement oublié. Les chemins ne sont pas entretenus, les bas-côtés sont complètement affaissés, les fossés ne sont pas entretenus. Moi, où j'habite, dans mon petit chemin qu'on a baptisé rue, mais pour moi, c'est un chemin, les voitures ne peuvent pas se croiser. Et il y a une circulation qui est détestable. Les gens roulent vite. C'est quelle rue? La Richardière, mais je ne sais pas si vous voyez où c'est. Si. Au-delà de la 347, c'est loin. On connaît un peu la campagne quand même. Oui. Et vraiment, et puis en plus, il y a des réunions de personnes qui ne sont pas très légales dans notre quartier. On n'ose plus se promener dans certains endroits, etc. Moi, j'aimerais bien que vous veniez nous voir par chez nous. On ne vous croise pas souvent, hein, ou je dirais même jamais. On va le noter, mais on a déjà fait un rendez-vous de quartier, justement en vélo,
sur ah la oui, campagne. mais alors attendez, en vélo, Ah bon, on ne peut pas se réunir autour d'une table ou je ne sais pas moi, dans une salle. On peut noter le vélo, point. Honnêtement, on note. Oui, voilà. Nous, l'idée, c'était de venir en vélo. Maintenant, si l'idée, c'est de se trouver un endroit où on se retrouve Vous pouvez venir tous, en vélo, mais on se trouve un endroit. eh ben, on le pour note. discuter, Voilà. parce que bon. Après, je ne sais pas si on a des éléments de réponse sur l'entretien, mais on note en tout cas le souhait de nous voir, et c'est avec plaisir qu'on va venir vous voir. Par exemple, rue du Colombier, c'est complètement défoncé, cette rue. Puis il y a beaucoup d'incivilité en campagne. Vous parlez de la ville. Bon, les rues sont à 30, nous c'est à 50, ils roulent à 80. Hein. Et puis on ne peut pas se croiser. Alors bon, il y a des camions, oui, ma voisine disait, 44 tonnes dans un petit chemin où on ne peut pas croiser deux voitures. Hein, oui, mais ils nous répondent, il n'y a pas de panneau. Donc surtout, n'attendez pas ce genre de réunion pour pouvoir nous saisir. Enfin, on comprend que pour les habitants, ça soit difficilement supportable. Donc surtout, n'hésitez pas quand il y a des réunions aussi, les cafés citoyens, où vous pouvez nous envoyer des mails ou demander à ce qu'un élu vienne vous rencontrer. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Hein, parce je pense qu'il y a des gens qui ont déjà fait remonter des choses. Ouais. En tout cas, on viendra vous voir. Oui. C'est bien, merci. Non, mais c'est noté, on viendra vous voir. Merci. On doit faire un prochain rendez-vous de quartier, donc voilà, on définit des fois un petit peu à l'avance les quartiers, on notera que ça sera sur celui-là. Question suivante. Oui, bonsoir. Depuis à peu près un mois, il y a un gros bus qui vient avec une petite famille à l'école de la Jodette. Et le bus, il attend le temps de l'arrivée de l'école pour repartir avec une personne de la famille, pour retourner du côté de Rétif et pour redéposer la personne. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. C'est un gros bus. Le mercredi, je l'ai vu. Ça crée de gros bouchons avec la sortie d'autoroute dans la zone industrielle à 8h20 le matin. Donc il y a beaucoup de voitures qui arrivent. Et à la Jodette, vu que j'habite les Clavries et que je vais à la Jodette, le bus, il se met au niveau de l'arrêt du bus 4. Et le bus 4, quand il arrive, il est en double fil. Les voitures repartent de l'école, ça bouge tout le monde. Alors, il y a plusieurs incompréhensions. Déjà, niveau sécurité au niveau de l'autoroute, de l'école. Et pourquoi un si gros bus pour 4 enfants ? Je vais donner une partie de la réponse et puis Christine va peut-être pouvoir donner l'autre partie. Donc en fait, le sujet que vous évoquez, on va mettre des mots sur le sujet que vous évoquez, c'est par rapport à un bidonville de Rome qui se trouve boulevard de la Romanerie. Notre priorité, notre souci, c'est vraiment la scolarisation des enfants. Donc au niveau de la commune, mais aussi au niveau de l'agglo, au niveau de la préfecture, il y a des réunions très, très, très fréquentes. Et la question, ça a été comment on peut scolariser les enfants. Et on a eu la chance que Irigo nous dise, nous, on veut bien être partenaires. Nous, on veut bien, parce qu'en fait, les papas travaillent. Ils partent le matin travailler dans l'agriculture. Et en fait, il n'était pas possible pour les enfants de se rendre à l'école tout seuls. Et donc, Irigo nous a dit, nous, on veut bien rendre ce service. Parce que la scolarisation des enfants, elle est indispensable. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire de l'insertion et de l'intégration. Malheureusement, je pense que Irigo n'a pas forcément les véhicules adaptés. Ils n'ont pas des petits véhicules pour pouvoir faire ce genre de transport qui n'était pas prévu pour. Et c'est un retour de trajet, en fait. Alors, je ne sais pas si toi, Christine, tu veux évoquer certaines choses par rapport à ça, mais on leur demandera effectivement peut-être s'il y a possibilité d'avoir un autre type de transport. Mais je pense qu'ils ont bien voulu rendre ce service, mais à condition que ça ne leur engendre pas de frais supplémentaires. Et ils ont trouvé un retour de bus, en fait. C'est un bus qui est utilisé par Irigo juste avant et juste après. Et il emmène aussi les collégiens. Il passe d'abord par le collège et après il les dépose à la Jodette et quelquefois à Jules Ferry quand il y a des enfants qui continuent leur scolarité à Jules Ferry. Mais là où on est content, ça fait quand même 2 ans et qu'il y a des enfants qui sont scolarisés à la Jodette et à Jules Ferry et où la scolarité est pérenne, quoi. Les enfants viennent quand même relativement régulièrement à l'école et on a la semaine dernière, j'ai signé, il y a 3 petits qui vont rentrer en maternelle, qui ont commencé même cette semaine, maternelle à la Jodette.
Donc c'est plus compliqué quand les enfants arrivent, qu'ils ont 9-10 ans, qui n'ont pas été scolarisés depuis 4-5 ans. Et du coup, il faut qu'ils suivent l'âge. Donc ils se retrouvent en CM1, CM2 sans parler un mot de français. Donc c'est vraiment plus compliqué. Mais il y a aussi des professeurs qui ont été mis en place par l'Éducation nationale. Et ils ont des cours de français particuliers, aussi bien à la Jodette et à Jules Ferry. Après, peut-être qu'on peut voir avec Irigo, mais je sais qu'Irigo utilise ce bus-là parce qu'il fait un autre circuit. Et du coup, entre 2 circuits, il prend le même bus pour aller chercher les enfants roms, les déposer. C'est une question de logistique pour eux, alors à voir avec eux. Ça a été vu directement avec l'agglo, le préfet, quand il y a eu les réunions. Ça, nous, on était très contents qu'il y ait un moyen de transport qui puisse exister. Alors, ils ne nous ont pas dit au départ la grandeur du bus. Mais j'ai beaucoup de parents d'élèves de la Jodette qui vont signaler la difficulté de stationnement de ce bus. Ouais. On se voit tous les 2 mois avec le préfet, le département, les associations qui travaillent pour faire un diagnostic, avec la police nationale, avec la police municipale. Donc la prochaine réunion, je crois que c'est dans 1 mois, donc on évoquera le sujet. Après, on ne peut pas vous garantir d'avoir une réponse positive, mais en tout cas, on soulignera le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être par là? Parce que là, j'en ai une en bas. Ah, pardon, j'en ai une là. Oui, bonsoir. Alors, c'est une question plutôt pour nos représentants à l'agglo. J'ai parlé d'un projet sur lequel l'agglo s'est prononcé via nos élus et sur lequel la ville également a émis un avis. Je parlais du projet de la plateforme de ferroutage, puisqu'elle va impacter autant Trélazé que Saint-Barth, mais Saint-Barth aussi. À savoir que sur ce projet, l'agglo a déjà accordé un montant conséquent pour une préétude de 560 000 €, ce qui me paraît énorme, sachant que c'est quand même un projet sur lequel il y a énormément de points d'intégration, voire d'aberration. Faire une plateforme sur un site ardoisier minier représente énormément de risques et effectivement, on pourra effectivement peut-être provoquer une réunion publique pour en parler collectivement. Ça pose un autre problème puisque 560 000 € sont destinés pour un projet à des fins privées, puisque c'est le groupe Agenot et d'autres sociétés qui se sont regroupées pour créer cette plateforme. Ça vient impacter le site ardoisier dans la mesure où c'était quand même une zone naturelle. Et là, la ville, la municipalité a voté d'une manière majoritaire, il me semble, la modification du SCOT avec une réserve sur ce point-là. Mais à quoi sert une réserve? On le sait bien que je ne pense pas qu'elle servira sur l'aboutissement du projet. Et puis je trouve que c'est, en gros, mettre une réserve, c'est dire qu'on n'est pas contre par rapport au projet, parce que tout le monde est pour le ferroutage, mais pas sur ce lieu-là. Et on est un peu contre, parce qu'effectivement, c'est quand même, ça me paraît très naïf de dire que on met une réserve parce que ça n'apportera pas de nuisances à l'environnement. Et les nuisances, elles seront pour les riverains, elles seront au niveau de la circulation, puisque le rond-point des Périlleux est déjà saturé en circulation, et il y aura également des nuisances par rapport au pôle santé. Voilà, donc si vous avez des éléments de réponse à nous apporter, je suis prêt à les entendre. Ah oui, merci, M. Boileau. Alors, déjà, vous voyez, c'est facile d'être maire. Il suffit de laisser travailler les adjoints. Je n'ai rien dit de la soirée. Et je crois qu'ils ont largement montré qu'ils étaient possibles de présenter leur dossier. Donc ça, c'est une première chose. Mais là, évidemment, je vais prendre la parole pour un dossier qui est bien sûr extrêmement important, mais où j'ai plusieurs élus qui auraient pu répondre à ma place. Alors, des fonds privés, vous savez, il y en a qui ont été utilisés pour d'autres entreprises ou d'autres dossiers complètement privés. Ça, c'est la compétence économique de l'agglo, et à partir de ça, c'est possible. À partir de ça, qu'on soit naïf, c'est votre vision. Moi, je veux bien qu'on reste dans ces termes. Par contre, je crois que l'on a montré jusqu'à maintenant qu'on était capable d'être vigilant sur le sujet.
dans la mesure où, en effet, ça fait déjà de très nombreuses réunions que l'on a à Angers-Loire Métropole pour exprimer notre vigilance. Nous sommes, d'autre part, donc on a voté à l'unanimité, ce n'est pas à la majorité, c'est à l'unanimité, cette délibération sur le SCOT. C'est-à-dire que l'on a émis un avis favorable parce que le SCOT, dans sa généralité, est louable. C'est le mot que j'ai utilisé en conseil municipal. Il y a des bonnes choses dedans. On ne peut pas refuser ce qui est, par exemple, dans la protection du ZAN, des zones agricoles protégées, et ainsi de suite. Donc il y a plein de bonnes choses. Quand on a voulu, bien évidemment, émettre cet avis, on a dit, bah non, on ne va pas rester sur un avis favorable général, on y a mis des réserves sur ce qui nous paraissait aussi d'un impact sur notre commune. Évidemment, ce projet a des impacts sur Saint-Barthélemy d'Anjou, du fait qu'on a mis en réserve qu'il y avait en effet à conserver la santé de nos habitants, le bien-être de nos habitants, ce qui est marqué dans le SCOT. Donc ce projet-là pourrait être en effet antagoniste par rapport à cette volonté du SCOT. Ensuite, il y a d'autres réserves que vous avez même évoquées, vous les avez toutes énumérées, je ne vais pas les répéter, mais évidemment, on est sur la réserve. Mais du fait que l'on attende aussi, et ce n'est pas de la naïveté, moi je veux que l'on ait des études de fait, que l'on ait la preuve que c'est négatif ou positif. Il y a des choses que l'on n'a pas encore. Il y a par exemple des études économiques, des études environnementales qui vont arriver aux alentours de juillet 2025. Et il y en aura d'autres encore, des études qui vont venir. Exemple, les impacts sur les transports, sur les mobilités, puisqu'il y a aussi certainement peut-être à voir tout ceci. Mais de ce fait, des études évidemment qu'on a redemandées, et je crois que c'est essentiel. Il y a une idée qui traîne, ça serait de remettre cette zone de la Gravelle en zone N. Pourquoi pas? C'est une idée, c'en est une parmi d'autres. Moi, je travaille avec l'association et j'ai eu encore le président de l'association, M. Péot, pas plus tard qu'en début de semaine, et on a vu ensemble que si, par exemple, il y avait des choses qui n'engendraient pas des problèmes de santé, des problèmes d'environnement, des problèmes de proximité, il serait à l'écoute et voir si c'est possible de faire du UY, puisque ça s'appelle comme ça, cette zone-là, avec des énergies renouvelables, par exemple. Mais pour ça, parmi tant d'autres projets, moi, pour l'instant, je n'ai pas la solution exacte. On ne va pas dire que l'on a tout de suite quelque chose qui va tomber comme ça. Nous n'en sommes pas capables. Ou alors, ce n'est pas la peine de faire 560 000 € d'études. C'est ça qui est important, je crois. Il faut savoir attendre, il faut savoir analyser les études qui seront données en résultat, et de ce fait, on se positionnera. Mais il est évident que les réserves qu'on a pu émettre, je crois qu'elles vont dans le sens de la protection de nos concitoyens, dans la protection de l'environnement et peut-être même dans la protection de la vie économique d'une façon générale. Donc on voit qu'il y a à attendre, mais pas passivement. On n'arrête pas, que ce soit à Angers-Loire Métropole, mais il n'y a pas qu'à cet endroit-là qu'il faut aussi travailler, c'est aussi à la préfecture et puis à d'autres endroits. Et en tout cas, on ne se laissera pas faire s'il fallait ne pas se laisser faire. Mais on est très à l'écoute des riverains. On va passer à la question. Alors, j'ajouterais juste peut-être que ce genre de... Je ne sais pas si on entend, ouais. Ce genre de sujet, on ne peut pas juste se contenter d'être dans une posture, parce qu'on pourrait très bien dire on ne veut pas de ça, mais derrière, il y a aussi d'autres partenaires, il y a l'aglo, etc. Donc derrière, il faut qu'on ait des éléments factuels, concrets, il faut qu'on travaille les dossiers, il faut qu'on aille aux réunions, il faut qu'on débatte. Donc ce n'est pas juste de se dire, voilà, sur une délibération, on est contre, parce que ça sera contre-productif. C'est vraiment d'expliquer pourquoi justement on émet ces réserves, parce que, croyez-moi, c'est quand même entendu, puisque ça a quand même été marqué et ça a quand même été mis dans la presse, et au niveau de la communauté urbaine, ils sont bien conscients qu'on est sur le sujet et que les élus sont très attentifs à ça. Il y a des débats dessus, donc on ne se laissera pas passer. On n'est pas naïf, hein. Pascal, on n'est pas naïf, voilà, contrairement à ce que tu peux croire. Une autre question ? Oui,
Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Taster a parlé de la zone des Carriers. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose de prévu entre la rue Belle de Malicorne et la voie verte. Un petit peu en dessous, où était prévu Lidl, oui. Ah, le Lidl. Non, c'est plutôt la zone, c'est à la place de Lidl, c'est ça la question. De savoir si, non? J'amène le micro. Merci Stéphane. Oui, à ce niveau-là, donc c'est ce qu'on appelle l'ancien terrain Gambetta, qui appartenait à une certaine époque à Gambetta lorsqu'il y avait les vergers d'Anjou qui étaient dessus. Alors il y a un projet qui va se faire. On a eu une présentation qui a été faite par un aménageur. Pour l'instant, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment un projet avec des esquisses. Il faut voir comment ça va être modulé et adapté pour le secteur. C'est de l'habitation. Si c'est ça votre question, c'est de l'habitation. Il y aura au niveau de l'ancien, donc c'était l'ancien verger d'Anjou, prévu des petits commerces de 200 à 300 mètres carrés, au nombre de 2 ou 3. Donc vous voyez, c'est simplement des commerces de proximité. Si j'essaye de répondre à votre question, il n'y aura pas un grand magasin qui commence par un L et qui finit par un L. Alors, on va prendre peut-être une dernière question, voire deux, mais pas plus, parce qu'après, je pense qu'on a tous envie d'aller prendre un verre, et puis vous aurez l'occasion de discuter voilà, de sujets avec l'ensemble des élus. Est-ce qu'il reste une question? Bonsoir. Là, actuellement, les beaux jours arrivent. Que comptez-vous faire pour interdire les barbecues dans le parc de la Jaudette et qu'on ne retrouve pas 50, façon de dire, des extincteurs partout dans le parc de la Jaudette, ou que ce soit les pompiers qui soient obligés de venir éteindre? Parce que l'autre dernier, il y a un extincteur, il a été dans les hortensias pendant presque 3 mois et ça a été signalé à la mairie. Et ça n'a pas été fait. Tu réponds, Dominique? Non. Oui, alors une première chose, il est interdit de faire des barbecues au parc de la Jaudette, ça c'est la première chose. Ça se fait le soir et la police municipale ne passe pas le soir en général, même si on décale les venues. La seule chose que l'on peut faire, interdire, c'est déjà interdit. C'est simplement faire du curatif, c'est-à-dire demander à la police municipale d'intervenir un soir, comme ça, où on soit prévenu par également les habitants qui nous disent il y a de la fumée, il y a quelque chose, et là c'est les pompiers qui se déplacent, et la police nationale, parce que la police nationale a le pouvoir de se déplacer le soir, ce que n'a pas la police municipale. Ce que j'ajouterais quand même qui est très très important, c'est que, encore une fois, ça rejoint aussi la question qu'on a pu avoir sur les incivilités en termes d'excès de vitesse et de voitures qui doublent alors qu'elles ne doivent pas le faire. Tout ça, c'est lié à des incivilités et on ne peut pas être 24 heures sur 24 sur un endroit. Donc, ce qui est important, c'est que vous êtes tous quelque part aussi des observateurs et il faut, quand ça arrive, il faut appeler la police nationale. Je sais, voilà, on nous dit régulièrement, oui, mais ils n'ont pas le temps ou ils nous disent qu'ils ne peuvent pas envoyer de patrouille, etc. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est en tout cas de faire cet appel, voire même de le faire à plusieurs personnes différentes. Parce qu'en faisant ainsi, ça devient quelque chose qui devient plus urgent. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous êtes tous conscients qu'il y a des problèmes d'effectifs aujourd'hui dans la police nationale, au niveau de l'État. Donc on n'a pas non plus des pléthores d'effectifs aujourd'hui sur l'ensemble de la communauté urbaine. Et donc ils vont aller sur les zones les plus prioritaires en fonction des appels. Mais donc il faut appeler régulièrement. L'avantage de ça aussi, c'est que si vous appelez régulièrement, même si derrière il n'y a pas de police qui se déplace parce qu'ils n'ont pas les véhicules, tout ça est noté au niveau des statistiques de la police. Et lorsqu'on fait un point, je crois qu'il y a un point qui est fait mensuellement ou peut-être tous les 2 mois avec le commissaire de police, ça permet de mettre en évidence des lieux où il y a des choses qui se passent de manière anormale sur la commune. Et là, pour le coup, la police et le commissaire mettent des actions un peu différentes de prévention, de surveillance un peu plus accrue. Le problème, c'est que si on n'a pas ces informations-là, si on n'a juste qu'un retour comme ça, mais sans que la police ait ses faits, quand ils viennent nous voir, ils disent vous savez, la commune de Saint-Barth, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci.
En général, c'est vrai que ça se passe bien, mais si quelque part, si vous avez des soucis et que vous ne le remontez pas, ça se passera toujours bien, malgré le fait que peut-être sur certains endroits, on a peut-être envie d'une intervention particulière. Et ensuite, comme le disait M. Tastard, on a aussi la possibilité avec la police municipale d'intervenir, sauf que c'est le soir que ça se passe. On est tous conscients que c'est le soir. Le soir, notre police municipale, sauf dans certains cas particuliers où on peut étendre les horaires, elle n'est pas là. Donc voilà, on a aussi les moyens qui sont limités. Par contre, vous aussi, vous êtes acteur dessus. Il faut absolument appeler. C'est essentiel. Et puis, je préciserai, monsieur le maire est d'accord pour préciser aussi qu'en fait, nous, en tant qu'adjoints, notamment le week-end, on est d'astreinte. Et que si vous appelez la police nationale et que la police nationale ne se déplace pas parce qu'elle a plein de choses à faire et qu'elle a aussi très peu de moyens, vous appelez l'élu d'astreinte et nous, on vient, on évalue la dangerosité, si on peut l'évaluer, et on peut appeler, nous, de notre côté aussi, la police nationale qui du coup aura peut-être des véhicules ou pas. En tout cas, on saura dire elle vient ou elle vient pas, ou elle vient dans un quart d'heure, etc. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Les week-ends, n'hésitez pas. On a eu ce genre de remontée en effet l'année dernière. Oui, on a eu le genre de remontée l'année dernière et il y a eu des choses qui ont été faites. Mais encore une fois, il faut qu'on arrive à tomber dessus. Et le jour où on tombera dessus, ce sera très bien. Mais vous savez, c'est comme il y a eu des événements sur la commune. Vous avez aussi à un moment des événements où vous aviez les abribus qui étaient cassés. Ça a duré un certain temps. Ça s'est arrêté parce qu'ils ont été trouvés. En fait, il faut qu'on arrive à un moment donné à tomber sur ces gens-là. Et quand on tombe dessus, ça s'arrête. Malheureusement, ça peut durer un certain temps et on peut comprendre que derrière, ça génère des nuisances pour les riverains. Mais encore une fois, comme ça a été dit, il faut appelez-nous le week-end parce qu'en effet, les adjoints d'astreinte, ils ont la possibilité aussi d'appuyer vos demandes. Mais encore une fois, on ne peut pas être partout. Si vous voyez ce fait-là, c'est à vous aussi d'appeler pour signaler ça. Je crois qu'on a fait le tour et monsieur le maire, je crois que vous avez une conclusion à faire. Oui, je vais quand même parler un petit peu. Bien, comme c'est la dernière réunion publique du mandat, je vais me permettre quelques développements. Par contre, pour le moment, le mandat n'est pas terminé. Il reste plus de 11 mois pour continuer à œuvrer. J'utiliserai ce temps et j'y mettrai toute mon énergie jusqu'au dernier instant pour défendre des dossiers importants. Je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit, puisque ça a été largement développé. Mais bien évidemment, il y a l'arrivée du centre pénitentiaire. Nous avons travaillé, même à se déplacer jusqu'à Paris, auprès des gardes des Sceaux, pour savoir ce qu'était ce dossier et comment il allait être géré. Moi, vous ne m'avez pas demandé ce qui m'a bien plu dans le mandat et ce qui m'a déplu ou ce qui pourrait être amélioré. J'ai guère de photos. J'en ai très peu. Mais j'ai rencontré des personnages importants. 2 fois le président de la République. Une fois, c'était chez Colmy. J'étais le seul avec le préfet à recevoir M. Macron, puisqu'on visitait l'entreprise de masques et que c'était en pleine crise du Covid. Donc nous nous sommes retrouvés avec, il n'y avait pas de garde du corps, il n'y avait personne, on n'était que 4 dans l'entreprise, avec le directeur de l'entreprise. On a rencontré pas mal de ministres, et pas simplement pour le plaisir de se faire un selfie ou un Facebook, mais bien pour travailler des dossiers. Ça a été bien évidemment notre ministre de la Transition écologie, le garde des Sceaux, et bien évidemment, comme tu le disais Isabelle, des sénateurs, des députés, pour faire avancer des dossiers. Ça ne se voit pas. Ce n'est pas quand on se rencontre à Super U qu'on peut en parler, mais je vous le dis ce soir, ça se défend et il faut y aller. Il faut sans arrêt défendre des dossiers comme ceci. Le centre pénitentiaire, si je le reprends aussi, de notre point de vue, et je l'ai défendu depuis que cette idée a germé de déplacer la prison d'Angers vers Loire-Othion, c'était de se dire, prenons ça comme une opportunité et non pas comme une charge supplémentaire. Et cela a bien fonctionné à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'agglo,
mais au niveau préfectoral et au niveau national, on a évidemment un territoire qui va se développer. Et en particulier, on aura des travaux sur la départementale 347 de la Crémaillère d'Argent jusqu'à la Cressonnière. Et ça, on ne l'aurait pas eu si on n'avait pas eu le centre pénitentiaire. Il y en a un autre dossier qui est très important actuellement, c'est la révision du plan local d'urbanisme. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une réunion pratiquement tous les 15 jours où Stéphane, Johan et moi-même, et puis Isabelle, sommes assez présents pour défendre aussi ce qui peut être à défendre sur ce plan local d'urbanisme. Le projet de plateforme de ferroutage, évidemment, ça reste un dossier particulièrement important et qu'on gérera dans les mois à venir. Le dossier des Roms, j'avais commencé à en parler en 2019 avec Angéloire Métropole, et en 2020, on avait une réunion au conseil communautaire avec le préfet où on resignalait la problématique. Évidemment, ça avance tout doucement, mais sûrement. Il y aura des choses qui seront faites, ça va avancer, c'est pas aisé, c'est pas facile. Mais quand on a par exemple une agriculture qui n'embauche que ce genre de personnel, que l'on ne trouve pas d'autres employés pour faire ce travail de maraîchage ou dans les vignes, eh bien évidemment, il faut aussi en prendre les conséquences et gérer ça au mieux. En tout cas, vous voyez, dans un souci de continuité républicaine, les élus du moment sont responsables de la préparation de l'avenir à moyen et long terme. Ce sont des enjeux de transition écologique, de prévention du patrimoine, de préservation du patrimoine, d'aménagement du territoire et du vivre ensemble. Mon enthousiasme sera sans faille et ce que j'ai toujours défendu, je continuerai à le défendre, je vous le promets. Pour revenir à cette dernière réunion publique du mandat, ce soir, vous avez pu constater encore l'importance de l'actualité de l'année, riche en événements et en actions. Les plus critiques diront « ils se font plaisir et c'est facile de se faire de l'autosatisfaction ». Mais il faut dire quand même quand les choses vont bien. Et cependant, nous sommes extrêmement réalistes et nous évaluons sans cesse notre action. J'ai demandé, et ce n'est pas la première fois du mandat, à chaque service, à chaque adjoint responsable de son secteur, d'estimer l'impact des actions mises en place par rapport au projet politique qu'on vous avait proposé en 2020. Ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché et ce qui a été abandonné. Ce diagnostic est bien sûr nécessaire pour évaluer les besoins de demain. À tout cela, et ça a été dit plusieurs fois ce soir, il faut ajouter la conjoncture toute particulière de ce mandat. Une période hors norme. N'oublions pas toutes les crises qui se sont enchaînées. Crise Covid, crise énergétique, crise économique, crise politique. Et là, cependant, et j'en remercie toute l'équipe, nous avons su faire preuve de force de caractère, d'adaptation, et nous nous en sommes sortis à chaque fois. Enfin, nous avons su aussi saisir les opportunités, ça a été dit aussi, en particulier de belles subventions pour des projets d'envergure, tels que la rénovation énergétique de nos écoles ou le projet de l'éco-complexe de la Cressonnière, pour ne citer les principaux, des millions d'euros injectés en investissement en tenant les cordes de la bourse avec rigueur et pragmatisme, sans jamais céder à la panique, sans emprunt et en réduisant considérablement la dette de la ville. Je vous redemande le chiffre. 5 millions, plus de 5 millions. Des finances saines pour envisager l'avenir avec une certaine sérénité et sans augmenter les impôts. Un mandat où nous avons apporté le plus de cohérence possible pour être crédible et, je l'espère, convaincant. Je me permettrai aussi de saluer les savoir-être et les savoir-faire de l'équipe. Pour arriver à la réussite de cette mise en place de cette politique, j'ai pu compter, et il en sera de même pour 2025, évidemment, sur la solidité de mon équipe. Une équipe soudée qui sait fédérer les énergies et, comme je le disais, avec des savoir-être. Un savoir qui me paraît primordial, l'honnêteté.
Rien à voir à ce que l'on découvre dans les médias actuellement. Ce n'est pas cette honnêteté que je voulais signaler, mais l'honnêteté intellectuelle, le respect des engagements, le respect d'un programme, le respect de l'intérêt commun, pas de clientélisme, pas de populisme, même si cela ne fait pas toujours plaisir. Le respect de nos responsabilités, le respect de l'écoute de l'autre. Pour cela, nous avons aussi, et ça a été dit, la possibilité de travailler efficacement en osmose avec les différents services de la mairie. Une boutique qui fonctionne plutôt bien avec des agents investis, adhérents au projet politique. Cette coopération est indispensable. Des savoir-faire avec une très bonne connaissance des dossiers. Merci tous. Au fur et à mesure du mandat, chacun a su apprendre pour arriver à une expertise avec une maîtrise des subtilités de la fonction publique. Comme vous le voyez, le résultat compte évidemment, mais ce qui m'importait de souligner aujourd'hui, c'est la manière d'y arriver. Du travail, encore du travail, et mieux que des mots, notre territoire, Saint-Barth, naturellement, mérite cette passion. Tout n'est pas parfait dans ce monde, mais on peut quand même se dire, si Saint-Barth a cette première place du département où il fait bon vivre, dans la strate des villes de 5 000 à 10 000 habitants, ce n'est peut-être pas un hasard. Merci à tous.